Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de ces deux-là. Aujourd'hui, on est vraiment très excités et contents de recevoir un invité qu'on attendait quand même depuis quelques semaines. On remercie vraiment énormément Benoît Boulanger d'être aujourd'hui avec nous. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, les gens s'y attendent, on l'a annoncé, on va parler de nutrition. Mais pour commencer, avant d'entreprendre une conversation un petit peu plus profonde là-dessus, on veut un petit peu apprendre à te connaître. J'ai 3 petites questions en Parfait. une qui vont aider à ça. Donc, en quelques lignes, si tu vas pouvoir nous décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te passionne? Ça se ressemble par contre, ces 3 choses-là. Bien correct. Parce que j'ai quand même décidé d'essayer en tout cas de vivre de ma passion, mais je suis nutritionniste, étudiant en doctorat et athlète professionnel de CrossFit. Mon temps, en fait, est divisé entre ces 3 choses-là de manière pratiquement égale, peut-être un peu plus inégale, penchant pour le CrossFit et le doctorat. Fait que c'est vraiment une grosse partie de ma vie, ces 2 choses-là. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. J'ai fait ma maîtrise aussi à l'Université Laval. Puis là, ça fait 2 ans que je suis au doctorat en nutrition. Et depuis environ 5 ans, c'est de plus en plus sérieux le CrossFit. Ça fait 10 ans que je le pratique. Mais depuis justement 5 ans, je voyage pour le CrossFit. J'ai des partenariats aussi qui me permettent de vivre en partie de ça. Fait que ça fait quand même un genre de melting pot où chaque chose est un peu instable et temporaire, mais tout mis ensemble, ça fait quand même un gros load, là. Fait que j'aime ça me tenir occupé. C'est probablement ça qui me décrit le mieux. Excellent. Qui se ressemble, ça semble parce que ça ressemble un Vous petit êtes peu. de même, vous autres aussi. Puis niveau passion, c'est les 3 mêmes choses. La nutrition, la recherche, puis le CrossFit. Le sport en général, ça m'a toujours beaucoup attiré. Puis tu sais, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je mets tout ce temps-là pour une carrière professionnelle qui, on s'entend, ne me rapporte pas des millions et ne m'en rapportera jamais probablement. C'est par la passion du sport, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle plus jeune, tu sais, quand on se fait demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu sais, moi, je disais toujours j'allais être un athlète, tu sais. Puis dépendamment du sport que je pratiquais, je disais le sport. Tu sais, j'étais comme, je jouais au soccer à comme 5 à 10 ans. Au début, je faisais juste ça. Fait que là, je voulais être joueur de soccer professionnel. Puis après ça, j'ai joué au football. Je voulais être joueur de football professionnel. Fait que tu sais, ça l'a juste tout le temps suivi comme ça. Puis aujourd'hui, justement, je le dis souvent comme ça, mais tu sais, pour vivre ton rêve d'être athlète professionnel, t'as juste besoin de le faire, là, tu sais. Puis à partir du moment où tu réussis à faire de l'argent avec ça, puis à compétitionner, puis à mettre du temps là-dedans, au final, c'est ça qui fait que tu vis ton rêve, finalement, peu importe à quel point t'as du succès ou non à l'international, on s'entend. Oui, absolument, je comprends. Nous autres, ici, on est athlètes amateurs. Quand le hobby puis la job s'inversent, là, ça doit être ça, vous autres aussi, probablement. Exactement. Mais je suis quand même curieuse là, avec ce que tu dis, puis tu as toujours eu une envie quand même développée pour le sport, puis même peut-être le rêve de devenir athlète plus jeune. Spécifiquement, la nutrition qui est aujourd'hui comme ton travail, ton hobby, quand est-ce que ça a commencé à émerger dans ta tête que ce serait une avenue pour toi? Ouais, ben quand j'ai commencé à m'entraîner plus en salle, dans le coin du football, tu sais, justement pour essayer de gagner en masse musculaire, classique gars de 14-15 ans qui commence au gym aussi. Je pognais toute mon information sur YouTube de Gym Bro, vraiment classique. Puis à un moment donné, j'ai comme fait la nutrition, ça a un impact sur la performance, ça a un impact sur ce que je fais dans la vie, tu sais. Puis quand on est jeune, c'est comme on y pense vraiment pas beaucoup, mais quand on a ce déclic-là, ben là, c'est comme ça devient obsessionnel un peu, on pense vraiment beaucoup à ça. Puis je suis un peu passé par là où là, je voulais tout savoir sur la nutrition, je voulais vraiment tout connaître, puis là, je tombais un peu dans tous les pièges classiques de quand on commence à s'intéresser à la nutrition. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai eu des figures marquantes dans ma vie que j'ai vues à la télé ou peu importe, comme Bernard Lavallée, comme Olivier Bernard, le pharmacien, tout ça, qui m'ont justement donné le goût de pousser les études graduées dans ce domaine-là. Très jeune, là, j'étais comme, OK, je veux faire de la recherche en nutrition, tu sais. Ce que je lis ou ce que j'apprends, je veux aussi le créer, tu sais. Fait que là, il y avait beaucoup ça qui m'alimentait jeune. Puis rentrer au bac en nutrition, c'est pas supposé être tough, mais c'est super dur, en tout cas à l'Université Laval. Tu sais, j'avais vraiment une bonne cote après avoir travaillé tout mon cégep.
Puis je suis rentré avant-dernier de la liste d'attente. Une semaine avant l'Uni, j'avais pas encore rentré. Tu sais, c'était vraiment tête. Puis, tu sais, au final, j'avais 33,5 de cotère, mais avec l'échange que ça a au niveau les gens qui viennent pour la médecine puis qui quittent, là, ça fait monter la cote de base. Fait qu'en tout cas, ça a été limite, mais pour finalement être une heureuse fin parce que, tu sais, dans tous les gens du bac qui ont été là, ben, je suis dans ceux qui ont resté puis qui ont poursuivi même aux études graduées. Fait que la nutrition, à partir de ce moment-là, c'est devenu une passion. Puis, tu sais, dans ma famille, la cuisine, c'est important. Mon frère cuisine extrêmement bien, ma famille aussi. Puis, on a toujours été un petit peu là-dedans. Fait qu'on a été chanceux. Ah, justement, tu viens juste de répondre aux questions là, que j'avais. Là. Je me demandais si on allait plus jeune, là, si la nutrition, là, ça faisait partie là, de votre, votre routine familiale. C'était inculqué là, dans votre famille. Mais vraiment là. pas d'une façon comme on pourrait l'entendre parler. Tu sais, les familles plus grano, ou on appelle ça des almond moms. C'était pas notre cas du tout. Tu sais. Nous, au contraire, c'était découvrir la culture par la bouffe. Tu sais, encore aujourd'hui, il n'y a pas grand voyage que je fais qui est pas juste pour aller manger puis découvrir la culture par l'alimentation. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de ça dans notre famille, tu sais. Sinon aussi de découvrir les aliments, tu sais, on n'avait pas vraiment le droit de pas goûter au moins avant de pas aimer quelque chose. Puis il y avait beaucoup ça. Puis sinon aussi la cuisine en tant que telle, tu sais. Je suis celui qui a le moins cuisiné de toute la famille. Je suis celui qui se fait toujours dire qu'il est nul en cuisine parce que tout le monde est hyper bon dans ma famille, mais ça fait que ça a toujours été un environnement où c'était centré autour de la bouffe, de l'alimentation, puis que c'était positif. Fait que c'est sûr que moi, ça l'a connoté positivement. Puis après ça, de relier ça à la science, ça n'a jamais été dans une optique de mes parents ont fait des diètes, par exemple. Ça arrive souvent, ça qu'on a des clientèles qui sont comme ça. Mais moi, ça n'a vraiment pas été ça. C'était très, très, très positif, jeune. Ouais, ça m'amenait vers ça, justement, cette question-là, parce que, tu t'as décrit ton environnement dans lequel tu as grandi, comment la nourriture faisait partie de vos vies. Mais ça aussi, j'ai l'impression que c'est pas tant discuté, mais de ton avis, justement, à quel point l'environnement dans lequel un individu grandit va avoir un impact sur ses habitudes alimentaires plus tard. C'est quand on parle de même pas juste des habitudes alimentaires, mais d'une variable aussi large et complexe que le poids ou l'IMC d'un individu. Souvent, on dit qu'il y a 2 codes qui influencent le plus ce poids-là ou cet IMC-là à l'âge adulte. C'est le code génétique, ça on l'entend souvent, mais aussi le code postal. Fait que c'est l'endroit où la personne vit, grandit, son accès à des épiceries versus des dépanneurs, son accès à des endroits pour bouger, des centres sportifs, des déplacements actifs, où justement tu es obligé d'utiliser la voiture, etc., l'accès à des soins de santé, l'accès à une école, l'accès à une bibliothèque. Tout ça a des impacts, surtout aussi que le code postal est fortement relié au statut socio-économique. Fait que tu ajoutes à ça énormément de complexité, mais reste que la variable qui est le plus fortement associée à ton poids finalement, ou en grande partie, c'est ton code postal. Fait que clairement que l'environnement a un rôle énorme à jouer là-dedans, puis on le sait tellement que la branche de la santé publique, il met énormément d'efforts. On veut toujours focuser sur 2 types d'approches, individuelle puis environnementale. En recherche, on fait beaucoup d'individuels. En clinique, on fait beaucoup d'individuels. Mais la vérité, c'est qu'on joue sur un petit pourcentage très fortement parce que c'est comme le plus simple, le plus rapide. Mais essentiellement, si on veut avoir le meilleur poids de levier, c'est de jouer sur l'environnement des gens. C'est bien rare quand quelqu'un a 2 choix face à lui, un nutritif, un non nutritif. Quand ils sont aussi faciles, les 2, à obtenir, qu'on choisit le non nutritif pour plein de raisons, tu sais. Mais en grande partie, souvent les choix qu'on va considérer comme moins nutritifs vont être beaucoup plus faciles à obtenir que des choix justement plus nutritifs qui seraient beaucoup plus difficiles. Ouais, non, c'est super intéressant, puis je trouvais ça important là que tu l'expliques puis que tu l'abordes parce que justement, moi je trouve aussi que c'est quelque chose qui Puis tu sais, dans ton domaine en kin, là, tu sais, les centres sportifs, l'accès à des transports actifs, tout ça, ça fait partie aussi de comment on vote, là, tu sais, il y a comme un aspect aussi politique là-dedans, puis d'infrastructure, puis ça, c'est même chose avec l'alimentation. Il y a des endroits dans le monde, même je dirais juste au Québec, où l'alimentation, c'est excessivement plus compliqué à avoir accès à des aliments frais, par exemple. Ça, on y pense pas quand on fait juste pointer du doigt la volonté des gens à gagner ou perdre du poids, mais il y a une partie qui, si justement les aliments frais coûtent le triple du prix de tout ce qui est justement transformé,
comment tu veux convaincre la mère monoparentale de faire un meilleur choix. Au final, c'est vraiment un choix qu'elle fait? Probablement pas, là. Fait qu'il y a vraiment une grosse réflexion à avoir, surtout quand on est face à un individu qui est dans ce contexte-là, tu sais. Puis, toi qui es étudiant au doctorat, je pense, est-ce que tu fais aussi de la consultation individuelle du un par un en ce moment? Ouais, c'est la troisième sphère nutritionniste. Là. Par contre, en ce moment, j'en fais très moins, en tout cas pour des nouveaux clients. J'ai une base que je maintiens, puis que depuis quand même longtemps, j'ai fini d'en rajouter. Pour tous les gens souvent ça arrive là, quelqu'un qui écoute les capsules, qui écoute ce que je fais comme contenu puis qui veut une consultation privée, malheureusement je peux pas dédoubler mon temps puis anyway, il y a une limite à justement compléter mon doctorat à travers ça, plus accorder du temps pour moi puis mes objectifs sportifs. Fait que tu sais, en ce moment, j'ai développé depuis environ 1 an et demi des conférences. J'ai comme 3 niveaux de conférences, que ce soit plus général, sportif ou chez les ados. Puis dans le cadre sportif, j'ai aussi 3 autres niveaux de conférences que je monte, que je travaille. Tu sais, j'ai un passé d'impro, de comédie musicale, de théâtre, moi, jeune. Puis ça se reflète, je pense, dans ma pratique de conférence. Ça vient de là, l'espèce de charisme, là, même dans tes capsules. Moi, je l'ai remarqué tout de suite. Je dis, ah, wow, je fais des niaiseries très aussi dans les orateur. capsules. Là, j'essaie de faire des jokes tout ça, mais parce que c'est moi. Là, si tu remarques l'évolution justement de ces capsules-là, les premières, ça aurait pu être n'importe qui lit ce texte-là, puis ça aurait été pareil, alors que à force de gagner de la confiance, je me disais, non, ça peut être moi-même aussi qui fait la capsule. Là, je suis pas obligé de le raconter comme si j'étais au téléjournal. Là, fait que... Non, c'est bon, mais surtout une des dernières avec la réponse à Arnaud Soli, c'était vraiment excellent. Je savais qu'il y avait peu d'infos partagées, plus juste bijou. des niaiseries, mais ça me tentait. Là. Excellent. Puis, en fait, je m'en allais aussi là-dessus. Est-ce que c'est ça que tu voudrais quand même faire comme travail principal, la consultation individuelle, ou tu vois que tu veux utiliser ton doctorat pour peut-être juste rester en recherche ou enseigner? Ouais, moi, c'est sûr que l'enseignement, c'est probablement la finalité de tout, là, tu sais. C'est ce que j'aime le plus, puis en conférence ou même en vulgarisation scientifique, c'est ça que j'aime, je pense. Partager la recherche, partager ce qu'on apprend, partager aussi comment apprendre, là, tu sais. Mon père me disait ça quand j'étais plus jeune, puis même dans le programme où j'étais au secondaire, on en parlait beaucoup d'apprendre à apprendre. Je trouve ça beau, je trouve ça important, puis dans le cadre justement de la recherche en nutrition, il y a beaucoup de ça quand même quand on fait les études graduées. Par contre, je suis quand même dans un dilemme là, en ce qui trait à la fin de mon doctorat. Est-ce que je vais tout de suite faire un post-doc pour essayer d'appliquer comme prof? Je pense qu'il y a des avenues maintenant de plus en plus diverses là, pour terminer comme enseignant à l'université. Ça prend quand même un doctorat, là, mais pour obtenir un poste. Puis j'ai beaucoup envie de pousser un peu cette affaire-là de la vulgarisation scientifique, probablement à temps plein pendant une certaine période. Même chose pour le sport. Je vais probablement vouloir me donner quelques années où je fais du sport et de la vulgarisation temps plein, vu que je me suis jamais permis ça. Là, j'ai toujours été à l'école, j'ai jamais pris de pause vraiment. Fait que il y a probablement ça qui se trame aussi. Puis ça va dépendre des opportunités qui en découlent, mais je vais probablement jamais faire de la consultation clinique, tu sais, puis justement, désolé ou parfait pour ceux qui ont déjà eu des rencontres avec moi, mais tu sais, je pense que... Les chanceux. Je pense que mon travail de vulgarisateur est mieux utilisé en conférence puis dans des projets à plus grande envergure qu'en consultation, puis c'est même pas pour réduire l'un puis élever l'autre, parce que c'est 2 arts vraiment différents. Absolument. Puis je pense que moi, je remarquais qu'en consultation clinique, je faisais quasiment une présentation, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dans l'échange. Puis tu sais, je dis pas que j'ai pas d'empathie non plus, là. Je pense que ça a été beaucoup une de mes forces au début, mais il y a vraiment des cliniciens qui sont excellents dans l'accompagnement, dans l'entrevue motivationnelle, dans le lien qu'on peut créer, puis justement l'empathie de l'histoire, du poids de la personne, puis de ses comportements alimentaires. Puis je pense que ces gens-là sont encore mieux placés pour moi de le faire. Puis je pense que ça demande de développer une forme d'expertise qu'en ce moment, je m'éloigne. Tu sais, je suis tellement passionné par la recherche puis la vulgarisation de cette recherche-là que c'est clair que je me rapproche pas de l'individu. Tu sais, je me rapproche pas mal plus du populationnel que le contraire. On a eu un invité, là, François Bezanne, qui est
un chercheur, au fait, le directeur de l'Institut national du sport au Québec. Ah Puis, ouais. ouais. Puis on a jasé avec lui, puis au fait, il est passionné par la recherche aussi, puis il disait comme une recherche qui trend présentement, là, c'est comme l'athlète durable. Il y a beaucoup de questions de l'athlète durable. Puis je me demandais en nutrition, tiens, c'est quoi un peu les sujets présentement là, de recherche, on va dire, qui trend? Bon, la réponse véridique, c'est la médication anti-obésité. Okay. C'est les sémaglutides, c'est les Ozempic, les Wegovy de ce monde. Ça, c'est ce qui rapporte de l'argent. Ce que les chercheurs veulent réellement faire, parce qu'il y a une bonne différence entre les deux, c'est le comportemental. Selon moi, puis tu sais, je suis hyper biaisé parce que nous, on est un labo de comportemental, mais je le vois même dans les projets de recherche centrés sur la médication. Ils regardent l'effet sur le comportement alimentaire. Fait que je pense qu'il y a vraiment une envie de vouloir pousser ce qu'on appelle la médecine de précision du mode de vie. Donc, la médecine de précision ou la nutrition de précision, qui est comme un genre en dessous du parapluie de la médecine de précision, c'est de dire que chaque individu, dans son unicité, peut réagir différemment à des interventions, puis des façons d'avoir un traitement ou peu importe, que ce soit génétique ou dans son contexte environnemental. Puis c'est de prendre ça en compte dans l'élaboration du plan de traitement avec un patient ou même dans une consultation en nutrition ou en activité physique, peu importe. C'est pas de dire qu'on fait des tests génétiques à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. C'est de dire, quand on fait de la recherche en lien avec ces traitements-là, la promotion des saines habitudes de vie, est-ce qu'on est capable de voir s'il y a un groupe de la population qui réagirait bien à cette intervention-là, puis un groupe qui réagirait mal? Parce qu'en ce moment, on met tout le monde ensemble, puis des fois, on voit pas d'effets ou des effets moindres. Mais tu sais, si on focusait sur la population vulnérable, spécifiquement, puis ça peut être génétique, mais ça peut être environnemental, ou des conditions justement physiologiques comme moins ressentir la faim, avoir une moins bonne capacité de contraction musculaire, peu importe, puis de voir que, ben là, si on stratifie pour ces groupes-là, on voit des effets très significatifs, ben là, clairement que cette intervention-là peut valoir la peine d'être valorisée chez certaines personnes, t'sais. Puis là, après ça, de faire des visées à appliquer ces interventions-là à ce groupe-là spécifiquement. Puis là, ça devient de la santé publique, mais à la population aussi générale. Fait que, il y a tout ce côté-là de médecine de précision, puis médecine de précision style lifestyle, donc comportemental. Fait que la médecine de l'habitude de vie, on va dire, puis c'est de dire que avant tout traitement, puis en arrêtant de tomber dans juste le fait de traiter une maladie, mais plutôt la prévenir, on est capable de le faire par les habitudes de vie et donc ça devient une forme de médecine préventive d'intégrer ça. Puis là, on veut de la littérature qui back ça, tu sais. La littérature qui back à quel point on peut encourager les gens à bouger régulièrement, par exemple, au lieu de juste distribuer de l'Ozempic, tu sais. Fait que plein de choses comme ça. Puis c'est là un peu que la trend en nutrition va, puis la volonté des chercheurs de vouloir pousser cette recherche-là, parce que tu sais, de la recherche en pharmaco, qu'on appelle, ben, tu sais, il y en a plein, puis il y a infini d'argent là-dedans, puis on le sait, tu sais, ça va être facile d'avoir une subvention si t'intègres un foutu médicament. Ils en ont infini de l'argent, ces compagnies-là. Fait que la mode que j'ai envie de partager pour que ça devienne encore plus une mode, c'est ça, c'est la médecine du mode de vie, la médecine de précision, là. Ah ouais. Super intéressant, puis je recoupe avec, dans le fond, une autre question, mais mon impression, toi qui as fait un petit peu de consultation privée, puis qui t'as aussi d'autres collègues là, qui le font sûrement plus, les gens vous consultent le plus souvent, est-ce que c'est par rapport à la gestion du poids ou il y a d'autres enjeux là, qui sont aussi souvent, reviennent de façon régulière là, en nutrition? Malheureusement, la réponse c'est oui. Puis c'est même dans des cas où je suis zéro un nutritionniste qui va attirer cette clientèle-là. J'attire des athlètes, tu sais, par mon casting ou peu importe. Sauf que les athlètes viennent quand même pour parler de poids, puis viennent quand même pour parler de composition corporelle. Ouais. Puis au final, on se ramasse avec justement des problèmes comportementaux reliés avec l'alimentation. Puis c'est comme, OK, genre, tu t'en sauves pas finalement, là, tu sais. Puis ça a été quand même grande révélation, on va dire, dans la pratique clinique où moi, dans le fond, je me suis formé en troubles du comportement alimentaire chez l'athlète direct en sortant, parce que je voulais avoir une spécialité quand même, puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Puis j'avais aussi une tangente sportive assez intense, là. Même dans mon propre bac, je faisais beaucoup de revues de littérature sur la nutrition sportive parce que c'est dans ma vie personnelle, ça m'intéressait beaucoup.
Fait que je développais ces deux pans-là. Fait que j'avais vraiment de la clientèle qui était aux deux extrêmes, on va dire, du spectre, et très peu dans le milieu. Mhm. Tout ce qui est mes collègues qui ont justement un peu plus cette population-là devant eux, ben justement, c'est de la saine gestion du poids. Puis c'est sinon, il y a aussi les troubles gastro-intestinaux qui sont quand même répandus parce que c'est des inconforts chroniques que on va souvent consulter un nutritionniste pour. Mais tu vois, moi, quand je parle du TCA, du trouble du comportement alimentaire chez l'athlète tout sévère, puis le comportement alimentaire de l'athlète, ben on parle encore de poids, encore de troubles digestifs, on parle encore de syndrome de sous-alimentation, etc. Fait qu'au final, c'est toujours et beaucoup relié autour de l'obsession de la minceur, souvent le fait de toujours vouloir tendre vers un poids plus faible, comme si c'était une quête infinie qui allait nous rendre heureux, tu sais. Mais ça fait partie de la pratique. Ouais. Ah, c'est fou, hein? Ouais, c'est exactement en guillemets, les mêmes tangentes que moi aussi j'observe. Moi aussi, c'est pas ça que je voulais nécessairement attirer comme type de personne. Puis, tu sais, je pense moins que toi. Des fois, je mets ce que je fais. Puis, une des choses, je sais pas si les gens le remarquent, je vais presque jamais être en petit vêtement moulant ou en top de sport parce que je veux pas que les gens ils portent une attention sur l'apparence physique, mais plus ce qu'on peut accomplir. Je sais pas si il y aurait quelque chose à faire en nutrition un petit peu pour améliorer justement cette tangente-là. Tu sais, nous, comme individus ou comme moi, comme spécialiste, justement, je pense que j'ai des outils pour être capable d'aider un petit peu aux gens à se déconnecter un petit peu de cette quête de la composition corporelle puis de l'apparence. Mais des fois, je me demande, est-ce que justement, il y a des termes, des mots, des messages, des façons de s'adresser ou de parler de la nutrition des gens qui aideraient dans le fond à garder, on va dire, un message plus optimiste. Ouais, là, j'essaie de Moi, je parle clair. souvent de l'inclusivité puis l'intuitivité de l'alimentation. Quand on parle d'inclusivité, c'est que c'est pour tous, dans le sens que même si c'est la nutrition sportive ou c'est mieux s'alimenter pour avoir de l'énergie, que tu sois dans un corps mince ou dans un corps gros, ça s'adresse à tout le monde. Fait que c'est ça un peu l'inclusivité de l'alimentation. Puis je pense que dans l'inclusivité de l'alimentation, il faut faire attention de ne pas baser ses recommandations nutritionnelles sur la forme du corps de la personne qu'on a devant nous. Il ne faut pas projeter aussi des objectifs qu'ils ont pas, ou au contraire, justement, des objectifs qu'ils ont, se transposer là-dedans. Fait que je pense qu'il faut que ce soit pour tous, il faut que ce soit intuitif, puis ça veut pas dire nécessairement de suivre les principes de l'alimentation intuitive, mais moi, par là, ce que je veux dire, c'est d'être à l'écoute de son corps. Fait que dans la place de focaliser sur des signaux externes, comme un plan alimentaire, des portions, ce que le coach m'a dit de manger qui était la meilleure collation, mais que moi, je déteste, etc., de se fier justement à ben OK, j'ai des connaissances en nutrition parce que l'intuitivité demande une base de connaissances, je le donne à tout le monde, mais d'après ça, que la finalité, ce soit pas de me fier à quelque chose d'externe comme la dernière étude, mais OK, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme énergie. Fait que de garder l'inclusivité puis l'intuitivité de l'alimentation, je pense que ça nous protège de tomber dans justement l'apparence. Puis une des campagnes que j'ai beaucoup aimé, moi, du groupe Équilibre, avec qui je collabore souvent maintenant, c'est une campagne qui nommait le fait de qu'est-ce que le corps est capable de faire et non de quoi il a l'air. Puis tu sais, maintenant, on a même changé le mot « faire ». Parce qu'on dit qu'est-ce que le corps... En fait, on n'a pas encore statué sur comment on veut le changer, mais tu vois, il y a le côté performance d'en faire, alors que ça peut être plus quelque chose comme accomplir. Ouais. Genre mettre l'accent sur qu'est-ce que le corps est capable d'accomplir plutôt que ce qu'il a l'air. Ça rime pas avec ses poches, mais dans l'accomplissement, il y a plus que juste le faire. Là. Il y a, je sais pas moi, serrer les gens que t'aimes dans tes bras, faire une randonnée dans la nature, fait que genre avoir quelque chose de connecté avec l'environnement. Il y a le fait d'être là pour quelqu'un qui en a besoin pendant une certaine période de temps. Il y a plein de choses que notre corps nous permet de faire qui sont vraiment loin de l'apparence. Puis je pense que quand on est dans un suivi personnel comme kin, comme nut, comme professionnel de la santé, surtout en prévention, c'est de mettre l'accent sur ces choses-là comme motivateur interne pour former le changement. Parce que
c'est des fois les gens m'entendent parler, puis je suppose des fois qu'ils ont l'impression que je suis contre ou que je ne pousse pas à changer ses habitudes de vie quand on en a des moins saines, moins nutritives si on parle d'alimentation ou sédentaire, alors que c'est tout le contraire. C'est juste que je pense que le type de motivation qu'on va rattacher à ce changement-là va déterminer s'il dure dans le temps ou non. S'il ne dure pas dans le temps, je suis désolé, mais toutes les études nous montrent que ça ne sert à rien. Quelque chose court terme, comme genre, je sais pas, je fais des méga changements drastiques dans ma vie, mon bilan sanguin s'améliore, il y a plein d'affaires qui se passent, je perds du poids, je vis ma best life, ça dure 6 mois. Si le prochain 6 mois, tout ça est renversé, c'est même pire parce qu'on appelle ça faire le yo-yo avec son poids, puis la perte de poids qu'on a eue, où on a perdu de la masse musculaire, ce qu'on va regagner va être en plus grande composition de la masse adipeuse, donc on crée du dommage. Tu sais, c'est jamais positif de faire ces allers-retours-là. Fait que ça sert à rien de miser sur l'intensité, ça sert à rien de miser sur le développer des choses qui se maintiendront pas sur 5, 10, 15 ans, voire la fin de notre vie. Fait que souvent, quand on parle de diète miracle, ces trucs-là, c'est un argument qui est tough à passer quand même, le fait que ça se maintienne dans le temps. T'sais. Pour justement la population qui nous écoute ou les gens, est-ce que tu aurais des exemples? Parce que, mettons, en activité physique, des fois, on a parlé, nous, de motivation, puis on a donné des outils comme, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais comme se fixer des petits objectifs personnels, ça peut être à court, à moyen, à long terme. Est-ce qu'on peut se fixer des sortes d'objectifs en nutrition pour changer nos habitudes? Ben oui, 100%. On le fait tous les jours en consultation privée, puis c'est beaucoup par objectif qu'on fonctionne. On sait qu'on fonctionnera pas par plan, on sait qu'on fonctionnera pas par mesure, par quelque chose de rigide. Fait qu'on veut justement atteindre des objectifs. Des fois, ça peut être des proportions d'assiettes. Okay. Par exemple, je veux augmenter la quantité de fruits et légumes que je mange dans ma journée. Je vais avoir comme objectif tangible d'avoir le tiers de mes aliments dans ma journée qui sont des fruits et légumes, par exemple. Ou une quantité, mettons, 7 portions dans toute ma journée. Oui, mais encore là, on n'est pas dans une optique. On veut éviter la mesure. Oui, OK. Fait la proportion d'une assiette, par exemple, c'est visuel. Ça n'a pas besoin de peser. C'est directement quand tu le déposes dans l'assiette. Puis la recommandation, par exemple, du une demi, un quart, ou du un tiers, est réfléchi en fonction des proportions. Fait que pour moi, ça, c'est des objectifs qui sont mesurables, temporellement définis, atteignables, mais qui retiennent pas le côté rigide de la pesée, du chiffre. On est plus dans justement, si j'ai le tiers du volume de mon assiette en protéines, en fruits et légumes, puis en féculents, j'ai un repas complet qui alimente ma performance. Fin de l'anecdote. Puis un autre objectif, ça peut être une fréquence alimentaire. Okay. Si j'ai un entraînement le matin puis ma job après, là, c'est de voir est-ce que justement je mets une collation avant mon entraînement, un déjeuner après mon entraînement, un dîner, une collation l'après-midi, une collation du soir, un souper, ou au contraire, c'est de mettre un objectif de fréquence qui est un entraînement du soir. Donc, je dîne, j'ai besoin d'une collation pré-entraînement, qu'est-ce que ça peut être? Fait que c'est tous des objectifs quantitatifs, qualitatifs et de fréquence qui nous aident à progresser dans l'amélioration de nos habitudes de vie. Même chose, je dis tout ça, puis je passe par-dessus l'écoute des signaux de fin de satiété. On a beaucoup de protocoles qu'on peut suivre comme clinicien pour aider les gens à les accompagner à mieux écouter leurs signaux de faim. C'est toutes des choses qu'on peut faire, puis que c'est des objectifs tangibles. Fait que, tu sais, c'est pas de lancer dans les airs qu'il faut écouter notre corps, puis salut, bonne journée, peace. Ça marche pas comme ça. Là. C'est vraiment plus concret que ça, écouter son corps. Puis je pense que des fois, l'alimentation intuitive divise la population négativement à cause de ça. Ils ont l'impression que c'est seulement, c'est la seule chose que ça veut dire, que c'est qu'il y a une permission inconditionnelle de manger. La vérité, c'est que c'est vraiment pas juste ça, manger intuitivement pour moi. Puis pour les défendeurs ou les créateurs de l'alimentation intuitive, non plus. C'est comme juste une mauvaise interprétation souvent des préjugés qu'on a en lien avec l'alimentation intuitive. Mais de manière générale, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe, beaucoup plus variable, puis ça englobe beaucoup plus de choses. T'sais. Puis moi, je t'ai entendu parler aussi dans une capsule que l'alimentation intuitive, c'était aussi pour les athlètes de haut niveau, mais je me demandais quand même par rapport surtout aux ultra-endurants, les athlètes d'ultra-endurance, ou des marathoniens qui ont des hauts volumes d'activité aérobie dans la semaine. Sachant en plus que des fois, l'entraînement, c'est un coupe-faim, qu'ils sont tellement souvent en train de faire l'activité qu'ils peuvent pas toujours manger pendant. Fait que, est-ce que là, ça serait comme un exemple où tu peux pas juste écouter tes signaux de faim puis il va falloir que tu manges au-delà de?
Ben, en fait, pour moi, si tu manges au-delà de, tu as besoin de savoir elle est où cette limite-là. Donc, tu dois rester à l'écoute. L'écoute des signaux de faim, ça veut pas dire de manger selon son besoin. Il y a une nuance importante à faire entre les deux. Puis, je suis un cas très précis aussi de sport de volume. Tu sais, on s'entraîne entre 5 et 6 heures par jour. Je suis aussi la majorité de mon temps essoufflé, donc pas en train d'alimenter un entraînement. Ben, c'est clair que de manger juste à ma faim, je sais très bien que je vais continuellement perdre du poids, tomber en sous-alimentation. Puis je sais très bien parce que les moments où c'est le plus complexe de rentrer tout ce que j'ai à manger, je perds de la masse adipeuse, je perds probablement un peu de muscle, je sèche, là, on va dire. Mais c'est zéro bénéfique dans le cadre de mon sport parce que je sais très bien que je perds de la capacité à faire du travail. Fait que, même chose pour un athlète d'ultra-endurance. Moi, souvent, ce que je leur montre, c'est, regarde, ça, t'es capable maintenant d'identifier ce qui serait combler ton besoin. Prends 3 à 4 bouchées de plus, par exemple. Okay. Puis, des fois, c'est resserre-toi le tiers de ce que tu viens de manger, mais c'est toujours en gardant en tête qu'ils ont su reconnaître était où la limite. Parce que du moment que tu oublies ça, puis que tu te dis, un athlète, c'est différent, tu le condamnes pour son après. Ah ouais. C'est terminé, tu viens de scraper son après-carrière. Puis des exemples de ça, c'est infini et tristement infini. Des athlètes qui ont mis tellement toute leur vie de côté. Puis je parle même pas juste de la nutrition. Là. Il y a un aspect aussi de tout le reste de la vie puis de la santé physique qui est tellement mis de côté pour le besoin athlétique. C'est comme, hey, oh, les intervenants là, qui étaient autour, là, je comprends que vous vouliez qu'ils gagnent puis assouvir son besoin d'être le meilleur. Là. Mais tu sais, réussir ou atteindre ce pic-là de succès pendant 2 années de ta vie pour avoir de la misère à marcher le reste ou pour avoir justement de la difficulté ou une incapacité d'écouter ses signaux de faim jusqu'à tes 80 puis tout le temps vivre dans des situations d'obésité puis tu sais, il y a tellement de choses qui en valent pas la peine pour moi dans ce setup-là. Surtout qu'on peut atteindre des très hauts niveaux de performance, voire, je pense même, les plus hauts niveaux de performance en mangeant intuitivement. Tu sais. Il y a plein d'études maintenant, puis celle que je vais vous parler, c'est pas nécessairement le meilleur exemple pour les athlètes entraînés puis des athlètes professionnels. Les exemples avec des athlètes professionnels que j'ai sont beaucoup plus personnels dans les athlètes que je suis puis que j'accompagne, mais c'est une étude qui démontrait que chez des gens qui débutaient l'entraînement, qui faisaient le même type d'entraînement, si tu as des recommandations nutritionnelles intuitives versus pas du tout, tu avais une amélioration de la performance. Pour moi, ça veut pas dire que être intuitif, c'est grâce à cette étude-là meilleur que d'être cadré, rigide. Parce qu'anyway, on pourrait pas le voir à court terme, cet effet-là. Ouais. Mais ça montre que c'est possible. Donc, ça veut dire que en étant intuitif, on peut gagner de la performance. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Parce que moi, je le sais très bien que si on est dans une optique beaucoup plus rigide de l'alimentation, on a des effets néfastes à long terme à avoir cette pratique-là, alors que si on reste intuitif, on développe des comportements alimentaires sains qui vont être durables, puis qui vont nous permettre d'avoir une pratique positive dans la très haute performance, qui suit des protocoles justement de carb loading, de surcharge glycémique, d'alimentation intra, tout ça mis en place en restant justement à l'écoute de son corps. Puis souvent, on réalise même que quand on pousse loin la recherche sur des domaines spécifiques, là, genre les glucides intra, puis l'hydratation, on réalise que l'écoute du corps, finalement, c'était probablement ça le meilleur signal à écouter et non juste aveuglément suivre un plan d'hydratation. On aime ça, se compliquer la vie, hein? Puis tu sais, finalement, la loupe, elle se fait au complet, mais tu sais, moi, les études à laquelle je pense, c'est genre celles sur l'hydratation, où on comparait des gens qui suivaient la perfection, le millilitre près de ce qui était prévu pour leur corps, leur poids, tout ça, la performance. Puis le groupe que, oui, on leur montrait qu'il fallait qu'ils boivent un petit peu plus tôt qu'ils pensaient. Oui, on leur montrait c'était quand les bons timings pour boire, tout ça. Il y avait une éducation, une connaissance de c'est quoi la bonne hydratation. C'était pas du monde random, là. Mais qui se fiaient à leurs signaux. Ben, tu voyais qu'il y en a que dans le groupe où c'était obligé, ben, ils finissaient par boire trop, tu sais, ils filaient mal, ça passait pas, il y avait pas la bonne vitesse de vidange gastrique pour tolérer ce taux-là. Il y en a même qui finissaient par avoir des vomissements parce qu'ils se remplissaient d'eau ben trop vite, alors que ça arrivait jamais sur le groupe qui s'écoutait. Fait que, il y a comme ce genre de loop-là bizarre où que ben, ça arrive vraiment souvent que le plus précis, c'est nos signaux. Puis je pense qu'avec les signaux de faim, quand on le compare par exemple à compter ses macros, c'est un peu ça que ça fait. C'est genre,
quand on veut tout calculer, là, puis tout avoir à la précision près, la proportion protéines, glucides, lipides. C'est comme pas, c'est pas possible. Je vais te laisser continuer, mais de mon point de vue, ça fonctionne pas comme ça. Le corps humain, c'est Même tellement la bouffe complexe. fonctionne pas comme ça, dans le sens que c'est tellement une simplification. En fait, c'est une perception de contrôle que ça donne aux gens. Puis ça nous fait... c'est pour contrôler de l'anxiété. Je le comprends, là. Tu sais, je suis pas en train de dire que tous les gens qui comptent leurs macros sont contre. Pas du tout. Non. Je pense que c'est une façon qu'ils ont de venir gérer cette anxiété-là reliée à la bouffe. Mais moi, j'ai le goût de leur dire, vous êtes pas obligés de vous rendre là. C'est pas... Genre, mettons, si on revient par en arrière, là, on fait la loupe au complet, là, je vous garantis que c'est pas mal plus simple que ça, atteindre les mêmes proportions, la même quantité énergétique, la même quantité de protéines, sans avoir besoin de tout mesurer ça. T'sais. On le fait en labo. Même en labo, quand on force les gens à le faire, c'est compliqué parce que une pomme, là, 2 pommes une à côté de l'autre, là, dans le même arbre. Le même arbre, là, c'est pas 2 arbres différents, c'est les pommes de ta cour. Ils n'ont pas la même quantité de glucose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse après ça pour le calcul, tu sais? Puis ça, c'est ça pour tout. C'est ça pour tout. Puis en plus, les gens qui vont vouloir compter leurs macros pourront pas tout peser non-stop. Il y a beaucoup qui est fait à l'aveugle, à la vue, tu sais, en termes de proportion. C'est tellement une fausse perception de précision. Puis nous, quand on le fait, pour justement, des fois, faire un suivi lointain des carences ou des choses comme ça nous arrive là, de compter les macros des clients. C'est pas ça le problème. C'est quand la personne le fait elle-même que ça devient problématique. Mais quand nous, on le fait, on réalise bien vite que c'est pas précis pantoute. Là. Souvent, on se donne un range de plus ou moins 100 calories, mais on le sait que c'est beaucoup, là, 100 calories en termes de marge d'erreur, là, quand le besoin, c'est 2000. Là. Moi, j'ai eu des cours de maîtrise en nutrition à la maîtrise en kinésiologie, puis j'en avais un aussi au bac, mais les cours un petit peu plus avancés, je me souviens d'un cours qui m'a comme gelé, puis qu'à la fin, j'ai dit, bon, c'est bon, genre... Je sais que je sais plus rien, c'est quand ils se sont mis à parler du microbiote intestinal. Là, j'ai OK, on a une flore intestinale différente, un microbiote différent, il peut se moduler à travers le temps. Fait que finalement, on sait même pas qu'est-ce que le corps vraiment absorbe. Exact, ouais, c'est ça. Tu sais, je parlais tantôt de la différence au niveau de la bouffe, fait que même pas encore dans notre corps, mais mettons que finalement, je décuple la même pomme puis qu'on la mange ensemble en même temps, on n'absorbe même pas la même quantité de glucose, puis pas non plus au même rythme si on absorbe la même quantité. Fait que c'est pas la même sécrétion d'insuline parce qu'on n'a pas non plus la même sensibilité à l'insuline. Tu sais, tout ça, c'est des approximations, puis c'est même pas de dire que ça sert à rien absolument. Tu sais, il y a des études là, qui démontrent que de sensibiliser les gens en faisant compter les macronutriments, ça peut leur permettre de développer une forme d'éducation, nutrition qui les suit. Je connais beaucoup de nutritionnistes qui font ça. Sinon, il y en a encore beaucoup, maintenant qui vont penser que leur poignée de noix, c'est une quantité suffisante de protéines. Puis là, pour le repas, tu sais. C'est ça. Fait que là, à cause de ces choses-là, moi aussi, je pense qu'il y a quand même une forme d'éducation, mais là. je pense quand même, moi, qu'on n'a pas besoin de leur faire vivre ça pour leur montrer qu'est-ce qu'il y a dans... C'est une source de quoi, dans le fond? Une source de poignée de noix, tu sais. Anyway. Fait que c'est un débat à avoir. Mais ouais, le microbiote, c'est un sujet extrêmement complexe. Puis tu sais, à l'INAF, qui est notre lab de nutrition, il y a une grosse gang qui travaille là-dessus. Puis honnêtement, je peux pas discuter avec eux là. Tu sais, c'est vraiment, vraiment complexe parce que tu sais, je pense que retenez-moi pas ces chiffres, là, mais le nombre de bactéries qu'il y a dans notre intestin, c'est plus grand que le nombre de cellules de notre corps. Là. Tu sais, c'est genre... C'est absurde, là, la quantité de différences, puis de familles, puis d'effets que chacun peut avoir. Puis tu sais, les différentes morphologies, même les différents contextes de vie, genre un athlète versus quelqu'un de sédentaire, ça module leur microbiote, ce qu'on mange, le nombre de fois qu'on a été malade, si on a pris des antibiotiques. C'est non-stop. Mais c'est dur à faire de la recherche là-dedans parce qu'il faut, il faut récolter des sels, puis ça, moi, ça me tente pas partout. Je peux pas vivre ça. Ben nous, dans notre métier, toi, autant que nous, là, on côtoie plusieurs, je dirais, des athlètes de tous les niveaux. De la personne qui débute, là, jusqu'à quand même des athlètes assez performants. Là. Assez performants. Ouais. Je serais Voulez-vous les name drop? Je sais pas. Non, c'est une blague. Mais je serais intéressé de savoir, je pense que comme dans les deux cas, d'après ce que je comprends, là, ils font peut-être les mêmes erreurs. Puis, ce serait quoi? Peut-être comme ton top 5 là, d'erreurs que tu vois, là, qui est, peu importe ton niveau, là,
ça revient tout le temps. Ou les mythes, ça peut être des mythes là, que, tiens, tantôt on en parlait tantôt. Là. Le premier, c'est la peur de se suralimenter over la peur de se sous-alimenter. Ouais. Il y a pas mal plus d'effets à court terme néfastes à se sous-alimenter que d'effets néfastes à court terme de se suralimenter quand on est à l'écoute de nos signaux de faim de satiété. Fait que souvent, la peur que les athlètes vont avoir de gagner du poids puis que ça affecte leur performance, elle est pas rationnelle. C'est pas basé sur rien. C'est des perceptions de leur corps. C'est une association entre ce qu'ils ont vu dans le miroir puis une performance qu'ils ont eue. Puis là, ça vient comme renforcer des idées de quand je suis léger, je me sens léger sur mes pieds. Mais la vérité, là, c'est que ta perception, par exemple, de ton poids sur tes jambes est reliée à la force de tes jambes puis à l'énergie qu'ils ont dans ce moment-là. Je dirais même dans tes mollets plus spécifiquement. Fait que filer light ou filer heavy, pour moi, pour un athlète, c'est pas une question de poids, c'est une question de à quel point tu te sens bien aujourd'hui, tu as des bons feelings, peu importe. Fait que, je sais pas, moi, se peser avant une course, probablement la pire erreur ever, parce que même dans un cas où tu exploses ta course, tu vas associer ce bon score-là, ce bon temps-là à un poids spécifique que tu vas toujours essayer de recréer. Ou même au contraire, si ça se passe super pas bien, tu vas toujours associer ce poids-là comme étant une performance négative ou mauvaise, donc à ne pas répéter. T'sais. Alors que c'était pas basé là-dessus. C'était basé sur ton alimentation des derniers jours, comment tu t'es préparé à ta course, ce matin-là, comment tu t'es senti. Il y a plein d'impondérables aussi là-dedans. Mm-hmm. Fait que ça, cette erreur-là, pour moi, elle est hyper courante à des très hauts niveaux. Puis tu sais, la course à pied, c'est un domaine qui est différent des autres. Le triathlon aussi, le crossfit aussi. C'est des sports où les gens, même amateurs, vont avoir énormément de fausses croyances et en partie connaissances sur la nutrition. Versus si on parle genre des joueurs de hockey, des joueurs de football. Joueurs de football, c'est quand même un peu plus dans la culture. Mais tu sais, ça, je peux avoir des gars qui gagnent des millions puis qui mangent au restaurant tous les jours puis qui savent pas qu'est-ce qu'il faut qu'il y a dans leur assiette pour avoir d'énergie. Tu sais, qu'avant une game, ils se posent encore la question « qu'est-ce qu'il faudrait que je mange? Je sais pas. » Puis c'est poche parce que, tu sais, quand il y a des montants comme ça en jeu, quand c'est ta vie, quand tu es un athlète professionnel, tu te dis c'est impossible qu'ils sachent pas ça. Tu sais, j'ai probablement des dames puis des hommes qui font ça comme hobby, de faire des demi-marathons une fois par année, qui en connaissent le quadruple du gars qui gagne 6 millions par année, là, dans une ligue que je n'aimerais pas. C'est débile, là. Mais souvent, on a comme la présomption que parce que t'es bon, que t'as une bonne connaissance en nutrition, ça arrive vraiment souvent que non, tu sais. Fait que la peur de se sous-alimenter, ça, c'est vraiment un truc courant. Sinon, les suppléments en général, ou même, il y a 2 mythes reliés à ça, mais le fait que... Attends un peu. J'ai juste fermé mon cerveau. C'est bon. On devrait pouvoir le couper. Ouais, c'est ça. L'autre mythe que je voulais parler, c'est un mythe en 2, mais c'est le principe que un seul supplément alimentaire ne peut pas, à lui seul, encore une fois, favoriser la performance ou bénéficier de la performance. C'est tout le temps un ensemble. Mais c'est la même chose pour les aliments. Un seul aliment ne peut pas favoriser la perte ni le gain de poids. Fait que autant d'un côté où on dirait ton kale, c'est pas un super aliment, je déteste ce mot-là, super aliment, mais il n'y a pas de super aliment, comme il n'y a pas non plus d'aliment démon que le moment que tu en manges, tu gagnes du poids. Ça n'existe pas. Ça c'est l'affaire aussi la plus culturelle qu'on a, là, mais tu sais, de penser qu'un aliment spécifique peut venir complètement changer notre santé, même, j'ai parlé du poids, mais même la santé, ben non, ça marche pas même. C'est jamais un aliment seul qui détermine l'impact. Puis un des bons exemples de ça, en ce moment, je suis dans une revue de littérature sur l'impact rassasiant des aliments. Puis quand ils testent des aliments seuls, il n'y a jamais d'effet significatif. Ça fout rien. Là, dans ce cas-ci, c'est sur le rassasiement. Mais dès qu'ils mixent des aliments ensemble ou qu'ils font des genres de diètes, là, fait que des composantes combinées, ben là, ils voient des effets significatifs. Ben, guess what? Un seul aliment n'a pas le pouvoir de tout changer dans ta vie, même si tu le manges souvent. T'sais. C'est vraiment une question de globalité de l'alimentation. Ben, les suppléments, c'est une erreur que les athlètes font souvent, de mettre tellement d'argent derrière ça, alors que, je sais pas moi, 50% de leur performance a été affectée par le sommeil de la veille.
Puis je te parle pas de genre, ils ont manqué d'un supplément pour mieux dormir, là. Ils ont pas manqué de magnésium, là. Ils ont manqué de, j'ai scrollé pendant 2 heures avant de me coucher, that's it, là. Puis là, c'est comme, j'aimerais ça avoir le meilleur supplément pour un tampon lactique. Faut que je load ma bêta-alanine 3 semaines, prendre mon shot de betterave. C'est toutes des choses qui marchent, mais ça va chercher des 0,1, des 1%. Ouais. Puis c'est des pourcents des fois qui peuvent ne pas paraître parce que d'autres impondérables ont des plus gros pourcentages de variabilité. Tu sais, je sais pas, tu te lèves un matin, tu fais le off. Je suis désolé, mais ton shot de betterave, il va passer dans le beurre probablement. Ouais. C'est bon que tu le prennes pareil, là, mais tu sais, je veux dire, il n'y aura pas un effet escompté comme tu vas le sentir, puis c'est correct de même. Ben, les suppléments, c'est overrated à ce niveau-là, vraiment beaucoup. Puis je dirais que c'est même overrated quand on parlait de différents niveaux de performance, encore plus dans le milieu, là. Tu sais, le milieu, on est supposé avoir du plaisir à faire du sport, là, puis qu'on le fait pour bouger, puis qu'il faut vraiment choisir des sports qu'on aime pour pouvoir le répéter souvent. Tu sais, c'est un peu ça la clé, là. Ben souvent, on met full d'emphase sur les suppléments, même dans les gyms de manière générale. On est omnibulé par ça, alors que, man, faut commencer par l'alimentation de base, le quotidien, ce qu'on met dans nos assiettes, ce qu'on achète à l'épicerie, l'environnement alimentaire qu'on se crée. Ça fait tellement pas une différence, les suppléments qu'on prend. Puis là, j'ai le goût de viser même tout ce qui est multivitamines, les greens. Tu sais, c'est des genres de suppléments qu'on essaie de nous vendre broadly en mode c'est un safety net, là, genre tu vas tout avoir ce qu'il te faut pour bien filer, c'est souvent ce qu'on dit. Mais ton safety net, c'est tes habitudes de vie du quotidien, c'est ton hygiène 100%. De vie. Paye pas 100$ par mois pour un safety net que t'as pas besoin, là, tu sais. T'es pas en train de faire du trapèze, là. C'est une référence de cirque obscur, là, mais tu sais. Anyway. Fait que ça serait mon 4e facilement, là, que les athlètes peuvent avoir. Puis, dans un 5e, sinon, je vais donner des anecdotes même par rapport à ce que tu... Tu sais, dans ce que tu disais par rapport au poids puis à la performance, j'ai failli tomber là-dedans aussi. Tu sais, moi, je suis une marathonienne. Oui. Puis depuis que j'ai commencé la course à pied, mon poids ne fait qu'augmenter. Et mes temps ne font que diminuer. Descendre. Alors, relation inverse. Fait que je veux juste, ben tu sais, après ça, fait que il y a pas juste le poids. Je me suis mis, ça fait plusieurs années que je m'entraîne en force, tout ça. Fait que j'ai allé chercher comme tu dis, de la force dans mes jambes pour pousser un poids qui est légèrement plus élevé. Et aussi, mes meilleures performances au marathon sont ceux où j'ai pris le plus de glucides. Mm-hmm. Et avec un plan à peu près que, effectivement, tu sais, je sais que ça peut aller jusqu'où les recommandations en termes de grammes de glucides par heure. Mais je suis allée quand même relativement avec mon feeling et ça l'a effectivement très bien fonctionné. Fait que non seulement ce que tu dis, ben, j'y crois, mais je l'ai même vécu. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant, je pense, pour les gens à comprendre. Ben oui. Puis il y en a plein qui sont dans ta situation, je te l'assure, là. Puis tu sais, souvent, il y a comme, tu sais, quand les gens tombent dans s'alimenter plus intuitivement, ça arrive qu'il y a un gain de poids qui s'ensuit, surtout quand ce qui nous permettait de maintenir notre poids initial, c'était des efforts très grands, voire même restrictifs, reliés à l'alimentation, qui n'étaient pas bénéfiques pour notre corps finalement. T'sais. J'appelle ça souvent le poids de performance maximale quand on parle d'athlète ou le poids naturel quand on parle de n'importe qui d'autre qui bouge. Mais tu sais, on va toujours tendre vers un poids naturel de performance qui va être selon le contexte et le choix de notre sport. T'sais. Moi, si je deviens un coureur, je le sais là, que mon poids naturel de performance comme crossfitter, c'est pas mon poids naturel de performance de coureur. Mais reste que ça va être différent pour moi que ça va être pour mon meilleur ami qui a sensiblement le même âge que moi, le même sexe que moi, mais qui finalement, il est dans un corps différent du mien. Tu sais. Son corps naturel de performance au CrossFit sera pas le même que moi, puis en course à pied non plus. Puis je pense que dans une des campagnes aussi du groupe Équilibre, ce qu'on met de l'avant, c'est l'unicité de chacun des athlètes, puis d'arrêter de le voir comme étant une faiblesse quand on se compare à la normalité, mais d'essayer au contraire de voir qu'est-ce qui fait que ça peut être une force, dépendamment de notre sport. Tu sais. Puis il y a toujours une façon de tourner une perception négative de quelque chose qu'on a différent, puis de trouver quelque chose de positif qui fait qu'on est unique comme athlète, puis d'utiliser ça comme force. Tu sais. Je te vois inspiré par...
Je t'ai inspiré pour... au fait, tantôt, je suis revenu sur une de nos anciens épisodes, puis j'aimerais revenir sur un autre de nos anciens épisodes où on a jasé d'activité physique puis de vieillissement. Puis on a jasé de notre relation avec l'activité physique de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au 3e âge. Puis je me demandais si c'était possible de faire ça en lien avec la nutrition. Ben oui, tu sais, souvent, je pense que quand on est très jeune, on est très intuitif initialement, tu sais. Puis plus on vieillit, plus on baigne dans ce que j'appelle la culture des diètes, tu sais. Puis ça vient teinter tout ce qu'on valorise, tu sais. Fait que le fait de valoriser un corps mince, par exemple, on le sait maintenant que c'est à partir de 3 à 4 ans, là, genre que ça débute, là. Puis tu sais, les stats qui peuvent vraiment me faire mal aussi, c'est que 45% des filles de 9 ans sont insatisfaites de leur corps puis ont essayé de perdre du poids, là. Fait que tu sais, il y a vraiment des stats graves qui nous montrent que, OK, on prend pour acquis qu'on vit là-dedans, on baigne là-dedans. Comment après ça, on peut évoluer à travers ça? Ben, c'est en ce moment, ce qui arrive, c'est que plus on vieillit, plus on a tendance à être même sévère envers son corps, à être même violent, là, souvent dans les propos qu'on peut avoir. Puis ça déroge pas avant, justement, de tomber dans un switch où, finalement, avoir un poids faible est très néfaste pour la santé. Là, on va parler, par exemple, de passer 65 ans. Ben là, c'est clair qu'il y a vraiment un risque de l'opposer. Mais tu sais, c'est au niveau de la masse musculaire, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire toute notre vie, qu'on aurait pu valoriser toute notre vie. Pourquoi on commence à valoriser ça quand il est tard, il n'est pas trop tard, mais qu'il est tard. Je pense qu'il y a vraiment un rapport avec l'alimentation, la culture des diètes puis le poids qui est faussement associé à la santé ou qui c'est un raccourci, en fait, qui est fait quand on l'associe toujours à la santé, qui fait qu'à travers la vie d'un humain, on va, à travers l'âge adulte, en fait, on va vraiment valoriser la minceur des corps ou le fait de ne pas être dans un corps gros, en fait, c'est quasiment plus ça que le contraire. Puis ça va être néfaste pour tout le monde, là, que ce soit les gens minces ou les gens d'un corps gros, là. Fait que c'est moins... je t'ai moins fait ça chronologique, là, mais il reste quand même que pour moi, il y a comme quelque chose qui tranquillement se perd à travers cet effet-là de genre de serre autour de la culture des diètes qui est vraiment, vraiment néfaste puis qui est littéralement partout, hein, à télé, à radio, dans nos commentaires, même des fois chez le médecin, chez nos professionnels de la santé. Mais on peut pas s'en vouloir de ça, là. On a créé tu sais, les personnes avant nous, ils ont vécu ça puis ils ont continué de moduler un environnement qui nous fait baigner là-dedans. C'est pratiquement impossible de pas les avoir. Moi, je dis souvent, pour dédramatiser aussi, que je parle tous les jours de grossophobie, puis j'ai encore des réflexes neuronales grossophobes. Tu sais, on va dire, tu peux croiser quelqu'un à l'épicerie qui a un panier d'épicerie avec des chips puis de la liqueur, ben que tu aies un réflexe de penser que c'est un party quand c'est une personne mince ou que c'est quelqu'un de lâche quand c'est quelqu'un dans un corps gros, ben c'est plate, mais c'est en partie pas de ta faute que tu as ce réflexe-là. Par contre, ce que tu vas en faire avec, c'est de ta faute. Mm-hmm. Est-ce que tu vas laisser ça imprégner ta perception de la personne? Tu vas avoir un préjugé sur elle ou tu es capable d'avoir la réflexion de te dire « Ah non, c'est quoi cette affaire? Pourquoi je pense ça? » Puis de venir travailler ça, pour moi, c'est ce qu'on devrait faire collectivement. Puis c'est ça que j'essaie de faire en faisant le plus de médias possible pour partager ce message-là parce que je sais en plus que les gens, quand ils me voient de prime abord, ils pensent que je vais encourager le contraire, tu sais. Je le sais là, que je fais un sport où, premièrement, notre sport ne valorise pas l'apparence physique, mais on sait que ça fait tendre vers une apparence physique qui est désirable par la société. Ben, je suis conscient de ça, je suis conscient de mon casting, mais c'est d'autant plus important pour moi de t'amener vers cette réflexion-là, sachant très bien que tu viens pas pour ça initialement, tu sais. Fait que j'ai débordé un peu, là, mais pour moi, il y a vraiment ce côté-là... tellement important de la grossophobie internalisée qu'on appelle, là, mais tu sais, qui est comme, ben, je vous en veux pas, là, j'en veux à personne, j'en fais partie, on en fait tous partie, mais il faut l'utiliser différemment, il faut avoir moins de préjugés, il faut faire des environnements inclusifs, il faut vraiment penser ça différemment. Non, c'est clair. Par rapport, justement, tu sais, un petit peu à la santé, on va dire...
J'ai utilisé le terme excès de gras. Une des... Safe space. Je dis tout le temps ça dans les podcasts, mais je vais jamais être le gars qui va genre te reprendre négativement parce que moi, je fais des podcasts avec des coachs en nutrition. Oui, OK. Ça, c'est du monde qui se font poursuivre par mon ordre, OK? Oui, c'est fait que ça. genre, de base, là, c'est vraiment pas... On est techniquement supposé être en opposition, alors que mon but, moi, c'est de les aider parce que je sais qu'ils vont toucher des gens anyway. Ça me sert à quoi de les mettre dans l'autre équipe puis de les envoyer... tu comprends? Fait que safe space, là, tu peux dire tout ce que tu veux puis je vais probablement te proposer quelque chose de mieux puis ça va être winner, là. En fait, non, je m'en allais vers vraiment tout ce qui est le gras intra-abdominal ou les gens qui ont plus une prise de gras autour du ventre, puis autour des organes. Fait que, tu sais, moi aussi, étant ayant des connaissances en santé, on sait que c'est plus nuisible que du gras sous-cutané, tout ça. Est-ce que ça, il y a comme vraiment des éléments de la nutrition qui peuvent littéralement cibler ça, la graisse entre les viscères, voyons? Ouais, ben, comme tu dis, c'est l'endroit où le gras est, c'est ça qui fait que le gras est néfaste. Ça, c'est une première affaire à comprendre. Puis, une des affaires qu'on a longtemps mal partagées, c'est le fait que, par exemple, du gras sous-cutané, du gros niveau des hanches, du gros niveau des bras, puis du gros niveau de la poitrine, ce qui est essentiellement souvent associé aux femmes, est très peu associé à une augmentation du risque de la mortalité, voire même, je serais prêt à dire, pas du tout. OK? Peut-être même protecteur à certains quand c'est un certain niveau. Il y a un paradoxe au niveau de l'obésité. On dit paradoxe de l'obésité, mais c'est un peu un genre de biais sexiste qu'on a toujours en recherche, en fait. Puis ça, faut aussi savoir que la recherche a débuté, puis est moins en moins, mais a longtemps été faite par des hommes. Donc, les réflexions de recherche sont faites par des hommes sur des participants hommes, puis c'était pour des résultats pour les hommes qu'on donnait à tous les sexes. Fait que là, tu sais, la phrase fait aucun sens, mais c'est ça qu'on faisait quand même, tu sais. L'IMC découle de ça, etc. Fait que toute cette prédisposition-là de base où l'endroit où le gras s'accumule va déterminer si ça a un impact négatif ou non, ben là, ça vient à dire que, OK, le gras abdominal ou viscéral, comme qu'on dit, c'est lui le plus fortement associé à des risques de mortalité plus grands. Mais souvent, c'est associé à ce qu'on connaît être les habitudes de vie qu'on veut dévaloriser ou au contraire valoriser dans l'autre sens, mais consommation d'alcool, sédentarité, qui est pas pareil que faire de l'activité physique, on s'entend? Absolument. Fait que tu sais, ça a des composantes qui ont des liens avec le gras abdominal directement. Par contre, il n'y a pas de solution qui vise le gras abdominal. Ça, je veux qu'on comprenne bien ça, là, des trainings pour perdre le gras du ventre, ça n'existe pas. C'est un red flag. Je passe mon temps à le répéter, ça. Tu peux pas décider d'où tu perds ton gras. Puis souvent, tu vas perdre du gras un peu partout de manière générale, mais surtout de l'endroit où tu l'as gagné par les comportements que tu vas changer. Je sais pas, moi, je vais te donner l'exemple d'alcool. Je vieillis, je commence à boire de plus en plus d'alcool. Ça fait que je gagne du gras abdominal autour de mon foie, par exemple. Puis j'ai de plus en plus de gras abdominal. Puis j'arrête de boire. Ben oui, je vais perdre du gras abdominal parce que c'est comme ça que c'est le comportement qui me l'a fait gagner que j'ai changé. Mais tu sais, si toute ta vie, t'as jamais bu d'alcool, tu bouges bien, tout ça, puis t'accumules du gras dans ta poitrine, dans tes triceps, dans tes hanches, ben fort probablement que t'arrêtes de boire, tu vas pas perdre du ventre, là, tu comprends? Il y a comme ça aussi qu'il faut remettre tu sais, quand je dis arrête de boire, c'est que la personne buvait une fois semaine, puis là, elle arrête à 0. Ça fait pas disparaître son ventre. C'est comme un peu aussi, j'ai vu récemment clairement un médecin genre ish là, aux States, mais tu sais, qui disait que le jeûne, ça targetait le gras viscéral. Non, le jeûne, il n'y a rien de supérieur. Il n'y a rien de supérieur au déficit calorique, puis on peut en parler longtemps, mais absolument. Et au final, ça reste que c'est similaire à un déficit énergétique, donc juste à moins manger. Ça target rien. Là. Ça target pas le gras viscéral. Là. En tout cas. Fait que finalement, c'est ça. Il n'y a pas plus d'éléments à aller chercher pour ça au niveau de la santé que garder les mêmes habitudes de vie. Exact. C'est de focusser sur genre it's that deep parce que ce qui cause le fait qu'on mange des aliments moins nutritifs ou qu'on bouge moins, c'est très complexe. Mais essentiellement, la recommandation, elle est simple. Elle n'est pas facile, elle est juste simple.
Ça veut pas dire que c'est pas compliqué puis que ça a pas plein de nuances, mais ça reste quand même du fait justement d'essayer de valoriser des assiettes plus complètes, plus équilibrées, puis de bouger de manière régulière dans le plaisir. C'est ça qui va promouvoir la santé de manière générale. Mais ça reste pas une solution, un médecin qui te dit « mange moins, bouge plus ». Là. Non, du tout. Je suis pas du tout cet avis-là. C'est ça, dans le fond, comme moi, je parle souvent aussi du triangle, là, puis au milieu, il y a la santé puis ou la condition physique, comme tu veux, puis c'est alimentation, sommeil, puis activité physique. Les trois sont interreliés. Ben oui, fortement. Puis, ces trois leviers, j'ai tendance à... Je sais pas si je dois le penser ou il y a une tendance des fois à penser que le levier de la nutrition est comme plus significatif sur le contrôle du poids et peut-être la saine pas tant gestion ça. du poids. La saine gestion du poids, de la santé. Est-ce que toi, tu tends vers ça aussi ou non? Tu me confirmes non, mais que c'est juste faux. C'est faux. Dans le sens que les trois sont aussi importants finalement. Non. Si on regarde la littérature sur le sujet, parce que ça a été quand même pas mal étudié, souvent c'est dans des études parfois de médiation, là, mais en tout cas, je rentrerai pas dans c'est quoi une étude de médiation, mais reste quand même que le ranking que ça donne, le number one qui est devant activité physique, devant fruits et légumes, devant les comportements alimentaires, de perte de contrôle, etc., qui est des choses qui étaient surprenantes qu'on retrouve dans le top 10, mettons, mais qui nous ont fait plaisir. Mais le premier, là, avec un bêta vraiment élevé, c'était le sommeil. Sommeil, wow. Genre, puis tu sais, ça, c'était lesquelles des variables expliquent, c'est sûr un effet de médiation, mais explique le plus le lien entre justement le fait de développer l'obésité ou de vivre avec l'obésité à travers la vie, tu sais. Le sommeil était le plus fortement associé. Puis moi, j'y crois dans le sens que c'est vraiment, vraiment courant, là, des gens qui vont négliger le sommeil toute leur vie. Puis malheureusement, c'est que le sommeil mettons que tu as un mauvais sommeil, ça va impacter ta capacité à bouger et tes choix alimentaires. Fait que tu sais, c'est normal qu'ils soient un peu au-dessus du reste. Puis comme nutritionniste, j'aurais aimé ça qu'on soit les 1, là, c'est correct, là, j'aurais aimé ça être number one. Là. Mais je le dis souvent aussi à ma clientèle privée, tu sais, de comme tu sais, aujourd'hui, tu fais bien d'investir en nutrition, tout ça, puis de prendre du temps pour penser à ça. Mais aujourd'hui, la première chose qu'on va parler, c'est c'est quoi ta routine de sommeil, en fait, parce que le nombre d'heures, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quoi ta routine de sommeil, c'est à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves. Puis moi, avant même qu'on parle d'un seul aliment qu'ils ont mangé, là, on va parler de routine de sommeil, puis de qu'est-ce qu'on fait pour favoriser justement. Puis des fois, il y a des gens qui ont déjà des belles routines de sommeil, pour s'en fout, là, on passe à un autre appel, ça prend 5 minutes. Mais il y a des gens que notre premier objectif, il est relié au sommeil, puis je suis en consultation nutrition. Là. Mais essentiellement, si un jour l'ordre vient me dire qu'est-ce que tu fais à parler de sommeil, je leur dirais, c'est interrelié. Puis nous autres, dans mon projet de doc, on le voit très bien que une des variables qui influence assez les signaux de faim de satiété, parce que nous, on veut justement mettre l'emphase là-dessus, dans le cadre du projet, c'est le sommeil. C'est tellement fort qu'on doit ajuster pour ça. Ça veut dire qu'on doit faire des recommandations à tous les participants de tous les groupes de manière égale pour s'assurer que tout le monde ait un sommeil équivalent pour pas que ça vienne brouiller nos cartes, mettons. Wow. Ça démontre quand même l'importance de cette variable-là. De ce levier-là. C'est vraiment intéressant de le réentendre. C'est vraiment le fun. Là. Ça fait longtemps que, on s'était un peu organisé là, pour se rencontrer aujourd'hui. Fait que c'est super, hyper intéressant. Là. First, de te rencontrer pour la première fois comme en personne. Puis de pouvoir jaser. Mais nous, on t'a découvert à travers ton contenu, à travers le contenu Instagram, là, plus spécifiquement. Ouais. Fait que je sais pas si tu peux nous parler un peu de ton parcours, puis un peu comme tes objectifs avec tantôt on parlait de vulgarisation, c'est comme une façon, j'imagine, de vulgariser aussi ta recherche puis ton contenu, là. Ouais, vraiment. Puis je suis content que vous vouliez qu'on parle de ça parce que, tu sais, la vérité, c'est qu'on n'en parle pas souvent sur les plateformes. Puis, tu sais, je parle de la nutrition à l'infini, mais de ce processus-là, on va dire créatif, j'en parle peu. Puis alors que ça m'allume beaucoup, tu sais, puis c'est autant important comment on vulgarise la science que la science elle-même parce que sinon, ça sert à qui? Ça sert aux chercheurs qui l'ont fait. Tu sais, quand on arrive des fois en congrès puis le présentateur parle à 3 personnes dans la salle, on est 200, puis on est tous doctorants dans un sujet, mais on est incapable de comprendre de quoi tu me parles.
probablement un problème de vulgarisation. Là. Puis tu sais, c'est pas pour dire que c'est pas sa job, là, dans le sens qu'un chercheur, mais dans une description de tâche de chercheur, il y a de partager ses connaissances, littéralement décrites. Tu sais. Bon, ils sont pas formés pour ça, fait que ça paraît des fois, mais tu sais, il y a ça, moi, que j'adore, puis je réalise aussi que j'ai beaucoup de faiblesses en recherche au niveau, je sais pas moi, une forme de genre, pas rigueur, là, parce que c'est pas de la rigueur scientifique qui me manque, mais tu sais, je sais pas, moi, rentrer au lab puis d'oublier d'enlever ma montre puis d'oublier de pas être en gougoune ou d'oublier de pas mettre mon petit chapeau pour pas me mettre des cheveux, des affaires de même, tu sais. Ou même dans mon écriture, tu sais, quand j'écris, je fais beaucoup de fautes, j'ai de la misère à bien structurer mes idées à l'écrit, choses comme ça, mais je réalise que en fait, au début, je me faisais tout le temps critiquer que j'avais un langage trop familier, que c'était trop simplifié ce que j'étais en train de dire. Puis j'étais comme, je suis pas sûr, c'est un défaut. Tu sais, en ce moment, c'est un défaut dans ce que je fais là. Fait que, tu sais, oui, on va le changer dans mon article, mais moi, je l'écris de même parce que je me disais que le peer review, là, le lecteur qui va relire mon article pour l'accepter, ben, c'est pas un nutritionniste. T'sais. Pourquoi je prendrais pas des mots que lui peut comprendre, tu sais? Puis la recherche a un côté élitiste, là, faut pas se le cacher, mais moi, je suis un peu anti ça. Là. Tu sais, quand je suis dans une présentation où je présente mon projet de recherche, je fais quasiment exprès d'un peu choquer puis de quasiment sacrer pour mettre un niveau de langage qui est comme, tu sais quoi, avec moi, là, moi, j'ai le goût que tout le monde parte avec quelque chose. Puis quand moi, je suis dans la salle, puis quand on est en équipe de la meeting puis qu'on revient sur un congrès, chaque fois qu'on dit notre coup de cœur, c'est tout le temps la personne qui a simplifié au maximum puis qui a fait un message clair. Puis tu sais, simplifier, là, c'est pas prendre des raccourcis. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais en tête quand je commençais à faire de la vulgarisation scientifique. Quand je voyais ce qui était déjà fait, je me disais, tu vois, cette personne-là a pris des raccourcis. Fait que tu sais, c'est flashy ce qu'elle dit, c'est sexy, ça pogne, c'est viral. Mais ça, je peux pas faire ça si je respecte ma profession, si je respecte le fait d'être chercheur, tu sais. En ce moment, ce qui est viral, c'est ça. C'est la phrase super punchée, c'est la conclusion noire, la conclusion blanc, pas la conclusion grise avec plein de nuances puis qui dure 3 minutes. Là. Puis tu sais, encore là, je me rappelle au début, je me demandais, est-ce que je fais quelque chose de moins d'1 minute tout le temps ou j'accote le 3 minutes qui est comme la genre de limite réelle. Puis là, j'en parlais avec mes amis. Puis tu sais, au début, comme n'importe qui, j'étais en mode, ben là, tu sais, si je fais ça trop long, ça va pas être recommandé. S'il y a moins de gens qui en entendent parler, ben c'est pas mieux non plus. Si personne n'entend mon message, blablabla. Puis mes amis avaient dit, non, reste true to genre l'objectif initial. Puis tu vas voir, c'est ça qui va... on est sûr que ça va mener à la bonne place. Puis tu sais, fait que là, dès le début, je faisais des longues. Puis j'ai toujours à côté justement du 2 minutes 30, 3 minutes. Puis on s'entend que ça marche quand même bien. Ouais. Mais parce qu'au final, je pense que l'information est là pour vrai finalement. Puis tu sais, encore là, 3 minutes c'est passé. Là, c'est pour ça que je fais des podcasts non-stop. C'est parce que je veux prendre le temps d'expliquer les choses dans toutes leurs nuances. Puis qu'encore là, sur 3 minutes, je trouve ça difficile. Mais il y a cet aspect-là de ne pas prendre des raccourcis, mais de simplifier. Fait que ça veut dire que si j'explique un concept, quand je regarde le concept dans son ensemble, qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce que ça donnerait juste l'impression de flasher? T'sais, l'exemple que j'ai tout le temps en tête, moi, c'est quand je parle avec une spécialiste de l'œil. Comment ça s'appelle donc? Soit une ophtalmologiste ou bien une optométriste. Une opto, ouais. OK. Désolé à ma cousine qui est opto. Quand tu parles à une optométriste puis qu'elle te nomme un nom d'irritation ou d'inflammation de l'œil qui est genre un mot ça de long super compliqué, c'est comme pourquoi tu dis pas inflammation de l'œil? Puis je trouve que ça représente tellement de chercheurs en nutrition qui parlent justement de vidange gastrique alors qu'il aurait pu dire, je sais pas, la vitesse à laquelle ton estomac évacue le liquide. C'est simple, là. Oui. Ça veut dire la même chose. Puis je comprends qu'il y en a qui a 2 mots de plus, mais ton but en ce moment, c'est de vulgariser. Là, fait que faut que tu fasses cet effort-là. Puis ça, j'ai réalisé que je l'avais assez naturellement. Fait que là, je misais beaucoup là-dessus. Puis là, au fil du temps, ben j'ai découvert que mon médium, ça allait être plus Instagram, là. Tout ce qui est Facebook, TikTok, je poste encore puis j'essaie de pré-poster comme à l'avance, mais vu que je consomme pas ces plateformes-là, j'ai pas les codes, puis je le vois bien que c'est pas les mêmes codes que sur Instagram, fait qu'il y a comme tout ce côté-là que j'étais un peu out of the game, mais je mets justement plus l'accent sur ce type de vulgarisation-là. Puis tu sais, là, j'ai beaucoup de projets qui sont nés de ça, tu sais, je peux pas les révéler, puis là, je fais exactement ce que je détestais de quand j'écoutais quelqu'un qui faisait un podcast qui disait « Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, mais je peux rien dire. » Mais là, c'est vrai, là, c'est contractuel. Je réalise qu'il y avait raison de pas le dire. Mais
j'ai des projets de vulgarisation qui s'en viennent dans la prochaine année, les prochaines années, qui sont vraiment cool, puis qui sont partis de ma série initiale, là, les fameux 50, je dis les fameux, ça c'est Non, c'est fameux. Les 50 nuances d'évidence. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste un objectif que je me suis donné au début. On appelle ça un objectif de processus, mais je me suis dit, mon but, c'est pas que ça pogne, mon but, c'est pas de faire des likes, c'est pas de faire des vues, c'est de faire 50 vidéos à raison de 3 fois par semaine, that's it. Wow. Puis je me suis dit, si j'atteins ça, même s'il y a aucune vue, je vais avoir développé en masse de trucs dans ma boîte à outils. Là. Je vais être capable de monter clairement des vidéos, ça fait 50. Ouais. Je vais être capable de me faire un éclairage puis un son qui font du sens, ça fait 50. Je vais être capable de faire une thumbnail, je vais être capable de faire... Mais au début, c'était horrible. Là. Une vidéo, ça pouvait prendre une journée. Puis après ça, là, j'étais comme créer une journée pour une vidéo qui pogne pas, c'est rough un peu. Mais tu sais, je me suis dit, l'objectif, c'est juste d'en faire 50. Puis là, à force d'en faire, là, je développais un processus. Tu sais, là, aujourd'hui, j'ai une journée que je tourne aux 2 semaines. Je suis dans mon bureau, là, c'est pas genre une journée que je tourne, j'ai une équipe. Là. C'est une journée que je réserve ou que je tourne. Ben, une journée, une heure même, que je tourne à toutes les 2 semaines. Un autre, 1 heure et plus là, que j'étale sur une semaine, sur l'autre semaine pour faire de la recherche, pour créer ces capsules-là, par capsule. Fait que, mettons qu'à chaque fois que j'en tourne, j'en fais, mettons, 6. Ben, j'ai 6 heures sur 2 semaines que je place à des shots de 1 heure pour faire de la recherche, créer ma capsule, l'écrire. Là, après ça, quand j'arrive pour le tournage, c'est plus rapide. Même affaire pour le montage, je suis rendu avec un processus de montage très peu sophistiqué, mais qui fonctionne. J'ai tout le temps le même nombre de fois que je regarde la vidéo, parce qu'avant, je faisais comme virailler la vidéo non-stop, puis tout le temps pogner le petit défaut de plus. Mais tu vois, j'ai vaincu ça parce que je me suis dit, tu as le droit de la regarder 3 fois. La première cote, la deuxième cote pour ajouter des images, là où que je continue de faire des petites modifs à la seconde près, on s'entend. Puis la dernière, vérifier les sous-titres. That's it. Mais ça, c'est un protocole comme un protocole scientifique. Vraiment, là, vraiment. que ça a pu influencer l'autre. Finalement, c'est des outils qui te servent dans la vie. Là, c'est bien. Puis ça a fait qu'aujourd'hui, je suis plus... tu sais, des fois, il y a d'autres créateurs qui sont un peu... genre ensevelis par le burden de devoir créer puis de garder cette récurrence-là. Puis tu sais, vous en faites probablement partie aussi, là, vous créez du contenu. Mais justement, de se créer une structure... puis de justement, sans dire que c'est une recette, là, mais tu sais, c'est vraiment, j'ai 3 types de formats que je suis capable de répéter ou de changer. C'est les mêmes types de montage. Je me perfectionne dans un type de montage pour m'assurer que ça soit rapide, plus facile. Puis tu sais, au début, off-cam, on a parlé du son puis du visuel, mais tu sais, moi, au début, je savais que ce qui était important, c'était le son puis la qualité de ma lumière et non ma caméra. Fait que je me suis dit, si j'ai de l'argent à investir, ça va être une bonne lumière, genre une soft light comme on a ici, puis un bon micro, that's it. Je sais que les micros branchés, c'est un peu mieux, parfait, je mise là-dedans. Ça a coûté 130$ tout ça. Là. Puis je me suis fait un genre de studio maison, puis aujourd'hui, je fais juste tout là-dedans, puis le studio bouge pas, il reste tout le temps dans la... Fait que tu sais, tout ça est comme un peu formaté pour rendre la vie plus facile. Puis là, ça me donne un genre de médium où je peux m'exprimer. Tu sais, on parlait tantôt aussi même de la capsule qui était purement humoristique que j'ai faite par rapport à Arnaud Solier. Ben, tu sais, c'est une autre façon de m'exprimer en lien avec la nutrition. Ouais. Parce qu'au final, c'est un peu de la dénonciation, de rire de les coachs en nutrition qui peuvent dire des claims avec confiance sans aucun background, tu sais. Mais reste que c'est à cause de ce format-là que je me suis établi que c'est facile de faire cette capsule-là pour moi, mais ça aurait pu prendre 2 jours de temps, puis payer un monteur, puis faire un setup avec louer un studio, puis... Mais ça aurait pas valu la peine pour une joke, on s'entend. Ben non, c'est ça. Fait qu'il y a, la vulgarisation scientifique est venue par là, puis bizarrement, ça a tout commencé avec ma blessure. Moi, je me suis déchiré complètement la tâche du quad, v'là 9 mois. Puis je me suis fait opérer v'là 8 mois et demi. Puis là, justement, au début, j'étais en immobilisation complète pendant 1 mois et demi. Tu sais, un tendon, c'est comme le tendon d'Achille, là, tu sais. C'est l'association entre un muscle puis un os. C'est pas comme un ligament. Fait qu'il y a, au niveau du post-op, c'est vraiment plus compliqué. Ouais. Puis, tu sais, on dit souvent qu'un tendon d'Achille, c'est comme un career-ending injury. Là. Ben, le tendon du quad, c'en est un aussi, mettons. Fait que, tu sais, il y a comme un aspect que c'était très lourd. Fait que là, moi, j'ai toute cette énergie-là qu'avant, je mettais dans l'entraînement ou cette genre de récompense-là que j'avais de dopamine à faire du sport ou même cette envie-là de vouloir créer.
ben là, je la passais par la création de capsules. Fait que c'est beaucoup par là que ça a débuté quand même, cette envie-là de faire un petit studio, faire des médias sociaux, blablabla. Je suis quand même curieuse. Est-ce que tu as modifié des comportements alimentaires pendant ta rehab? Ouais, mais Ouais. ça c'est souvent C'est les gens... intéressant. Ben oui. Puis, tu vois, ça a été une façon... Quand c'est arrivé, je me suis dit, OK, je vais mettre en application tout ce que j'enseigne, mais je vais essayer de m'observer le plus objectivement possible. Là, on part dans la défonçade de ma maladie mentale, là, mais mais il y a un moment où j'ai réalisé que, ben, tu sais, par exemple, quand tu t'entraînes 5 heures par jour, puis que tu as une journée de repos 3 jours, tu es constamment en genre de pompe. Tu as tout le temps du sang dans tes muscles. 100%. Est-ce que parce que tu es plus pompé, tu perds de la masse musculaire? Non. Mais je le savais que visuellement, je le voyais. Puis je me suis auto-observé faire comme, hey, je suis en train de plus souvent me checker dans le miroir, faire du self-check, on appelle, parce que j'ai pas de balance à la maison, mais ça aurait pu être la balance. Je fais plus de self-check qu'avant. Fait que là, moi, j'avais les outils, on s'entend, pour m'auto-corriger, là, mais reste quand même que je l'ai observé chez moi-même par réflexe. Ça veut dire que c'était tellement humain que même si je connaissais tout ça, ça m'arrivait quand même. Là, après ça, il y a une autre affaire que j'observais, c'est que j'enseigne tout le temps aux gens que plus tu as une préoccupation élevée par rapport à ton corps, sa silhouette, son apparence, peu importe, son contrôle, plus tu vas penser à la bouffe. Puis ça, c'est comme un truc qui s'auto-alimente. Puis là, je commençais à tout le temps penser à l'alimentation. J'étais comme, tu sais, moi, je mange intuitivement, je sais c'est quoi un repas complet, je l'enseigne, ce que je viens de vous dire. Puis j'étais en train de l'observer, j'étais genre, je pense tout le temps à mon dîner, je pense tout le temps à mes collations. Pourquoi je questionne autant ma collation? Tu sais, il y a vraiment eu un genre de, man, ça arrive même quand tu le sais. Fait que c'est pas une question, puis c'est pas une question de dire qu'il faut absolument jamais vivre ces émotions-là, mais c'est savoir dealer avec, je pense, qu'il faut apprendre à faire. Souvent, mes athlètes qui vont se blesser, je les préviens, tu sais, en leur disant que, puis je le faisais même avant de me blesser, mais je leur disais, c'est pas parce qu'on travaille ensemble et qu'on est bien équipé comme ça que tu vas pas les ressentir. C'est juste que tu n'auras probablement pas un mois ou une dépression qui va s'en suivre ou des troubles du comportement alimentaire qui vont en sécréter, mais tu vas quand même probablement sentir ces choses-là, ces inquiétudes-là. Yes. Puis tu sais, tous les doutes aussi qui viennent avec le fait de, je sais pas, moi, je vis avec un tel niveau de performance physique, je suis plus du tout capable de l'atteindre, puis je sais plus si je vais être capable de le réatteindre, il y a un doute. Ben, tu sais, moi, j'ai un psychologue sportif aussi qui m'a aidé là-dedans, fait que c'est sûr que tout ça est interrelié, mais il y avait vraiment cet aspect-là de mettre des objectifs ailleurs que sur la performance, changer mon mindset, puis au niveau de l'alimentation, justement, c'était de faire confiance au fait que, ben, tout ce que j'enseigne, est-ce que ça fonctionne réellement? Ben, let's test it out, je vais le vivre, tu sais. Puis souvent, moi, je donnais ça comme exemple, comme motivateur aussi à des gens qui comptaient leurs macros, ou qui faisaient des plans alimentaires, de dire que quand on tombe dans une alimentation plus intuitive, les changements de volume d'entraînement, tout ça, on est capable de les faire suivre parce que nos signaux de faim changent, tu sais. Ouais. Même chose pour la fréquence de notre alimentation. Ben, si notre collation pré-entraînement, c'est une collation pré-entraînement, puis il n'y a plus d'entraînement, ben, il n'y a plus de collation pré-entraînement. Tu sais. Mais toutes ces choses-là, fait que la variation de la quantité de chaque repas, puis la variation de la fréquence à cause du changement du mode de vie, font ajuster ce qu'on mange à notre besoin énergétique. Tu sais. Puis moi, finalement, dans cette période-là, tu l'as senti, là. Ça l'a pas bougé, mon poids. Là, tu sais. Okay. Il a toujours été stable, voire même que j'en ai perdu dû à ma perte de masse musculaire dans ma cuisse immobilisée. C'est 2 livres, 2-3 livres. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de... Quand on se retourne vers, puis on fait confiance aux signaux de notre corps, ça atteint un équilibre. Tu sais. Puis la preuve que j'avais des habitudes alimentaires qui suivaient quand même ce que j'enseigne, c'est que c'était probablement mon vrai poids naturel de peak performance à cause du fait que dans une optique où j'ai stabilisé ou que j'ai arrêté l'activité physique, j'ai maintenu ce poids-là ou j'ai descendu légèrement probablement pour 1000 raisons, même au niveau du glycogène que je retenais puis de l'eau. Mais reste quand même que ça c'est resté stable. Tu sais. Okay. Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là de peu importe t'es qui, ça va t'arriver. Mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est là que ça dépend de. Puis, tu sais, tu dis poids stable. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'un poids, c'est pas 100% stable? Genre, ça va pas rester pour toi une variation. Dites juste si tu peux. Moi, je le nomme, là, moi, je donne aux gens un genre de range de 10 livres. Je sais pas plus ou moins 5 livres qu'on dit souvent. Plus ou moins 5, pour exactement. Une femme, je dirais que c'est encore plus large. Avec le cycle. C'est tous les mois. Fait que, il y a vraiment ce côté-là hyper important. On a besoin de se le faire redire, ça. Puis de le redire aux gens souvent.
Je vous invite les gens à aller voir aussi les podcasts que j'ai faits sur le sujet parce que je me suis j'ai quand même beaucoup deep divé le cycle menstruel de la femme, le lien avec la performance puis la nutrition. Merci. Merci, mais tu vois, il y avait quand même beaucoup de crainte dans ce processus-là parce que moi, je trouvais ça important initialement d'en parler parce que les intervenants sportifs, ça sera pas juste des femmes. Fait que, tu sais, pour tous les intervenants sportifs qui sont en majorité des hommes, ils coachent des filles, là. Puis là, ils ont aucune idée de comment gérer ça, ils ont aucune idée de l'effet que ça peut avoir. Ils connaissent pas, la majorité du temps, c'est quoi le cycle menstruel d'une femme. Fait que, pour moi, c'est important qu'un homme en parle. Mais tu sais, ça amène énormément de genre... De pression, là. Ouais, puis de pression, puis aussi de... Comment t'appelles ça, là, des disclaimers. Là, il en fallait pas mal, mais je pense que j'étais prête à vivre avec cette genre de pression-là que ça demandait, mais il a fallu quand même que je fasse un travail autour de ça avant d'en parler. Mais reste quand même que justement, la variation de poids, c'est chez tout le monde, encore plus chez la femme. Puis ça peut varier justement de plus ou moins 5 livres. Pour moi, un poids qui est dans ce range-là, il est stable, justement. Puis je pense qu'il y a un message que je veux partager aussi en lien avec ça, c'est d'arrêter d'essayer que ce soit identique tout le temps, puis d'arrêter d'associer une prise ou une perte avec des comportements, parce que la majorité de ces changements-là, c'est des trucs qui sont hors de votre contrôle. Tu sais, la liste de choses qui influencent le poids au quotidien, là, c'est genre une liste de 50 items, passant de, comme on disait tantôt, le microbiote, mais ta dernière selle, ton hydratation, ton apport en sodium, en autres électrolytes, ton apport alimentaire, ton nombre d'heures de sommeil, ton stress de la veille. C'est non-stop, là. Genre, ce que tu as fait dans ta journée, tu sais, que ce soit ta job, ton sport, c'est infini. Fait qu'il faut arrêter de genre faire comme si on était capable de dire j'ai mangé au resto hier, ça doit être pour ça. Là. Comment tu le sais? Là? Genre, je sais pas. Là. Puis tu sais, mettons ton hypothèse, c'est ben non, mais j'ai mangé plus de sel, je retiens plus d'eau. Ah, ok, fine. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Ça veut te dire qu'il faut que tu arrêtes de manger? Ben non, pas du tout. Au contraire, ça veut dire que tu fais juste reprendre tes bonnes habitudes. Fait que ton hypothèse, elle servait à quoi, là, toute cette réflexion-là, puis de se sentir coupable d'être à au resto, tu sais. Faut vraiment arrêter d'essayer de garder ça stable, puis de aussi laisser la liberté à notre corps de varier à travers notre vie. Tu sais, là, je parle un peu court terme, mais tu sais, il y a des moments dans notre vie où on va starter une business. Ouais. On va être craqué, on va faire ça non-stop. Il y en a qui deviennent des nouveaux parents aussi, ça je l'entends souvent, parce que là, le sommeil, scrap, créer une entreprise, c'est comme la version, mettons, matérielle de tout ça. Créer une famille, c'est un autre deal. Puis tu sais, dans toute notre vie, il va toujours avoir des phases plus tough à la job, moins tough à la job, des insécurités financières, sociales, dans notre famille. Il y a 1000 affaires qui peuvent se passer qui vont faire que ton poids va varier, que tu le veuilles ou non. Fait que si tu es émotionnellement attaché à, on va dire, je parle pour moi, 200 livres, va être malheureux longtemps parce que ça sera pas tout le temps à 200 livres. Même affaire que si je suis émotionnellement attaché à mon poids d'il y a 20 ans, ben là, moi, ça marche pas, là, j'étais vraiment trop jeune. Mais si tu es émotionnellement attaché à une période de ta vie que tu associes à un chiffre, ça arrive très souvent, tout le temps. Moi aussi, je l'entends vraiment beaucoup. De vouloir avoir le poids qu'on avait il y a 20 ans. Moi, j'ai tout le temps le goût d'être un peu en mode genre, t'as quel âge aujourd'hui? Je sais pas, moi, 42. C'est comme, ben, OK, fait que t'as pas 20. Pourquoi tu veux pas le poids que t'es supposé avoir à 42, tu sais? Ouais, mais tu sais, j'étais tellement bête. Non. T'as pas 20, là. Puis, tu sais, les stretch marks que tu peux avoir sur ton ventre, c'est probablement le signe que t'as réussi à fonder une famille puis que c'est beau, là. Tu sais, genre, pourquoi ça serait pas positif que t'aies ces marques-là, tu sais? Puis, il y a comme tellement de trucs reliés à l'apparence que on voit même négativement chez la femme qui pourrait être vue tellement plus comme des forces ou comme quelque chose de positif. Genre, le classique gars qui a sa cicatrice de genre, je me suis battu avec un ours. Man, t'as créé un bébé, là. Comment on peut pas être fier de tout ça? Comment on peut pas le montrer plus? T'sais? C'est quoi le rapport de pas pouvoir porter un 2 pièces si t'as des stretch marks? Au contraire, ça devrait être le contraire. Genre, tu devrais porter ça parce que tu devrais montrer à tout le monde que t'as réussi. En tout cas, j'ai comme un genre de montée de lait, mais il y a vraiment ce côté-là que spécifiquement chez la femme qui me fait le plus mal parce que oui, les hommes aussi, il y a de la pression sociale reliée avec le fait d'être musclé, des choses comme ça, mais je pense que surtout avec le contexte où, de manière sociétale, c'est encore sexiste un peu dans le système, ben, il faut que nous, comme individus, on n'agisse pas
en ligne avec ce système-là qui est sexiste, puis qu'au contraire, on fasse des efforts pour le contrer, puis ça passe dans le discours, dans ce qu'on dit. Puis, moi, je suis un homme qui dit ça, mais entre femmes aussi, il y a énormément de genre culture toxique, là, de ce qu'on se présente, ce qu'on montre. Tu sais, là, ce temps-ci, là, sur TikTok, là, il y a ce qu'ils appellent les skinny talk. Hein? Ça, juste ce mot-là, ça peut me donner le goût de me péter la tête donc. contre le micro, là. Genre, un skinny talk, c'est la mode chez les jeunes adultes, puis jeunes adultes, je dirais même adolescentes, de genre montrer à quel point anything un peu tout, il y a rien qui goûte meilleur que d'être mince, là. Vraiment de cette mentalité là imprégnée de hey, tu peux filer comme de la merde aujourd'hui, mais si tu look good, ça va jamais être aussi nice pour toi. Moi, j'ai publié comme culture, comme là. récemment, moi, je partage du contenu du genre comme il y a rien qui est mieux que de se sentir fort ou forte pour une femme. Ben oui. Puis bien plus que de se sentir mince, là. Se Ben oui. sentir fort, forte, Capable. en pleine possession de ses moyens. Selon moi, il y a rien qui équivaut ça. Là, surtout Puis pas c'est du- comme chez les gars, c'est plus Ouais. populaire cette Ouais. mentalité-là. Je sais très bien qu'il y en a que ça ne l'est pas. Là. Je sais qu'il y a des gars qui sont pris dans la culture des diètes. Je sais que tout ça existe, mais ça reste que c'est plus valorisé dans le discours public alors que l'autre un peu moins. Uh-huh. Ça l'est de plus en plus, mais tu sais, des fois, on est dans une chambre d'écho où on a l'impression que la job est faite, puis que tout va bien, puis là, tu rencontres une personne, puis tu fais comme Non. « Ouh, hey, Non. on vit pas dans le même Non. monde. Tabarouette, OK. » Non, moi, je me fais encore et en tout C'est temps débile. dire je veux pas avoir des gros bras, j'ai peur d'avoir trop... Les gens, ils ont des craintes, la peur d'avoir trop de muscles parce que je vais leur mettre des exercices de musculation. Mais oui, ça... Ça, des fois, pour des gars qui font des sports de musculation, il y a rien de plus drôle parce que, tu sais, au final, il y a des gars qui vont passer 15 ans de leur vie à Oui. essayer de gagner un pouce de tour de bras, Puis, puis qui vont jamais réussir. c'est comme l'analogie de la maison, tu sais, ça, c'est tellement plus difficile et coûteux de construire que de juste détruire. Ben oui. Fait que construire de la masse musculaire, ça arrive pas par arrive hasard. pas par Je tiens juste à le dire, là. Il y a personne qui fait comme ah, shit, j'ai ben trop gagné J'ai de muscles. trop de muscles, je sais plus quoi J'ai faire plus quoi avec faire ça. avec. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, je suis vraiment pour moi ton discours, comme je te dis, ça résonne vraiment avec mon approche qui est cool. moi plus par rapport à l'entraînement, mais évidemment étant donné que c'est très interrelié avec, on l'a dit, sommeil, alimentation, activité physique, ça prend. Puis, tu sais, selon moi, même si les deux, on peut parler un peu de l'autre, ça reste qu'on a une spécialité, puis je trouve ça super important d'avoir un spécialiste pour en parler, quelqu'un Puis je pense qu'il y a un comme côté toi. aussi de faire confiance aux professionnels sans jamais remettre en question ce qu'ils vont dire. Je suis pas non plus de l'avis que parce que tu as un DR devant ton nom, que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il faut justement avoir une base pour pouvoir appuyer une réflexion critique, par exemple, surtout quand nous-mêmes, on est néophytes du sujet, tu sais. Exact. Mais bon, c'est plus dur pour le public, je pense, puis je pense que c'est de notre devoir. Tu sais, des fois, on met beaucoup la faute ou le burden de vivre avec ça dans le public, tu sais, de leurs choix qu'ils font, qu'est-ce qu'ils décident de scroller, tout ça. Je pense que dans l'offre, en tout cas, j'aime mieux nous responsabiliser que juste tout mettre sur leurs épaules. Mais tu sais, par exemple, quand on parle de désinformation en nutrition, je suis un peu dans l'optique de dire, si tu veux chialer, faut que tu participes. Si tu participes pas, donc si tu ne crées pas de contenu qui valorise ce que tu juges être de la bonne information en nutrition, t'as pas le droit de chialer. Parce que la personne qui dit n'importe quoi sur les médias sociaux, elle a fait quelque chose, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça, ou il y a eu beaucoup ça, parce que là, je vais donner les fleurs à l'ordre comme il faut, mais tu sais, là, il démocratise énormément le travail qu'on fait sur les médias sociaux en nous donnant ce droit-là. Avant, on pouvait être poursuivi pas mal, puis tu sais... je n'aurais pas des histoires, là, mais tu sais, des histoires de plaintes, etc. Avec des médias sociaux, il y en a vraiment eu beaucoup. On a même perdu des plumes, là, tu sais, il y a des nutritionnistes qui ont quitté l'ordre, qui continuent de faire l'information nutrition juste parce qu'ils sont tannés d'avoir un peu ce genre de personnes-là sur leur épaule qui leur tapent ses doigts. Je vais quand même vouloir les valoriser, moi, parce que je pense qu'il y a un aspect très important à ce que l'ordre soit pas notre protecteur, mais le protecteur du public.
Ils nous le disent tout le temps, là, qu'ils sont pas là pour nous autres, mais qu'ils sont là pour le public. Mais plus je grandis là-dedans, plus je réalise que c'est une vraiment bonne chose, parce qu'au final, c'est pas nous qui est en danger, nous, on est en position de pouvoir. Puis que ce soit un médecin, fait qu'avec le DR devant, ou un nutritionniste DTP, je pense que ça vient avec une forme de responsabilité. Puis dans l'optique où on veut participer à ce débat-là public, on veut participer à mettre de l'information de qualité sur les médias sociaux pour contrer cette désinformation-là, ben, il faut être capable de le faire de la façon la plus déontologique qui soit, là. Fait que, de rester dans ces cadres-là, je pense que ça reste bénéfique, même s'il y a un peu des accroches parfois reliées avec ça, là. C'est magnifique. Super intéressant. Puis au fait, si je reviens au début, là, tu t'as parlé du code génétique puis du code postal. Ouais. J'aimerais revenir sur le code postal. Puis plus spécifiquement, tu sais, là, tu parlais de l'ordre. J'assume qu'on parle de l'ordre des nutritionnistes du Québec. DNQ. Exact. Mais je suis curieux de savoir, comme, on va dire, à travers le Canada, aux États-Unis, puis peut-être dans d'autres pays, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un ordre aussi? Puis, tu sais, peut-être que tu as remarqué dans tes voyages, là, hey, cette culture-là, ils l'ont l'affaire avec la nutrition, là. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Puis, mettons, au niveau des ordres, il y en a plusieurs. C'est souvent régi par un ordre, la nutrition, dans les différents pays. Même chose au Canada. Le Québec, c'est comme un peu différent vu que c'était en français, tout ça. Mais il y a des énormes différences culturelles en nutrition. Puis je pense pas que je suis capable de mettre un jugement moral, par contre. C'est de dire qu'il y en a un que je trouve bon ou meilleur. Ça va plus être similaire ou pas similaire, parce que, tu sais, j'ai un billet, moi, pour les valeurs que je propose, qui sont aussi celles du Québec, je pense. Puis la nutrition au Québec, pour moi, est très inclusive comparée au reste du monde. Très, justement, aussi intuitive, très peu basée sur moraliser les gens, puis changer les systèmes, faciliter les choix sains. Ça, c'est vraiment ce qu'on valorise au Québec. Alors que des endroits comme la France, par exemple, ça m'arrive d'en parler sur les podcasts, mais quand on fait des contrats avec la France, quand on regarde aussi, pas tout le monde, hein, il y a vraiment des très bons nutritionnistes, surtout même sur les médias sociaux en France, qui sont énormément ça coche, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est symptomatique du fait que la nutrition comme gouvernementale ou publique est tellement non inclusive, je dirais même grossophobe, là. C'est un peu un gros mot pour traiter un pays, là, mais genre une culture vraiment un peu toxique de l'alimentation, que ça fait que les gens doivent se lever pour avoir des discours complètement opposés à ça, puis ça fait des gens très viraux, très virales sur les médias sociaux, parce que ça vient à l'opposé de ce qui est partagé dans leur même instance de santé publique. Tu sais, nous autres, c'est-tu très viral de dire qu'on doit aimer son corps? Ben, pas tant, parce que c'est quand même une valeur, on va dire, québécoise, plus acceptée. Il n'y aura jamais 5000 likes. Ben, c'est pas vrai. Il y en a qui ça fait quand même de la viralité avec ça, mais reste que je trouve qu'en Europe, il y a très ce côté-là, puis précisément en France, où on est encore dans la culpabilité reliée à l'alimentation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'il y a énormément de contradictions là-dedans. C'est un pays qui fume encore énormément. Il y a vraiment, vraiment plein d'idées qui se clashent quand on parle de ces régions-là, mais justement, c'est complètement différent de nous autres. Si on parle de la nutrition en termes de santé publique dans des pays justement comme le Japon ou l'Asie, ben, c'est beaucoup plus contrôlé. Ça reste quand même assez basé sur la littérature scientifique pour dire qu'ils sont pas en train de proposer aux gens de compter ce qu'ils mangent ou peu importe, mais ils ont quand même des vraiment bons guidelines, ce qui sont très bien suivis. Ça, j'avoue que je le sais pas. Mais tu sais, quand on regarde, par exemple, l'OMS puis les différents pays, les guidelines qu'ils font, ceux qui se rallient à cette vision-là se ressemblent énormément parce qu'essentiellement, on se base tout sur la littérature scientifique. T'sais. Fait que ça serait pas normal qu'il y en a un qui stand out, right? Ben, tu vois, les États-Unis, ce qu'ils viennent de faire, eux autres, c'est stand out. Puis là, c'est comme on révolutionne la science, toutes ces années où on s'est fait mentir, ils ont voulu nous rendre malades. Là, t'as tous les pays qui se basent sur la même littérature puis qui arrivent aux mêmes conclusions et donc qui font des recommandations similaires, qui font comme « Tu me niaises-tu, buddy? » Genre, littéralement,
t'étais dans notre gang, on s'est tous basés sur la même littérature scientifique, là, tu mets tout ça à dos. Clairement, c'est une personne, là, tu sais, c'est pas une ou deux, là. Mais tu sais, c'est pas genre le système au complet, mais il reste quand même que c'est une catastrophe, honnêtement, là. Puis on va en évaluer les dégâts down the line, là, mais ce changement-là qu'il y a eu aux États-Unis, c'est vraiment grave, là. Remettre en question comme ça des dizaines, des décennies de littérature scientifique pour des trucs aussi peu fondés que les Tylenol causent l'autisme, pour des trucs autant peu fondés, même fondés dans l'opposé, que les gras saturés seraient finalement bénéfiques. C'est tellement... Ça marche tellement pas, le programme américain, que les recommandations que les nutritionnistes ont fait reliées aux guidelines nouvelles ne peuvent pas théoriquement s'appliquer avec le nouveau modèle qu'ils ont présenté de la pyramide inversée. Fait que tu sais, il y a une contradiction même dans leur propre institution. Fait que tu vois que c'est complètement déconnecté. C'est probablement symptomatique de l'époque Trump, tu sais. Oui. Mais reste quand même que, comme je disais tantôt, tout pays qui se respecte est quand même dans le même range de recommandations à cause de ce qu'on connaît à ce jour. Mais il y en a qui décident de faire à leur tête. Je dirais pas que la France fait partie de la même gang que les States, là. Les States, ils ont vraiment été en mode mouton noir. La France, je pense juste qu'ils ont une vision différente de l'obésité, en fait. Là. Nous autres, on est beaucoup plus dans une optique où l'obésité est une maladie chronique qui peut devenir clinique et qui peut être aussi traitée, versus de dire n'importe quel corps gros et l'obésité, ça marche pas comme ça, là. Surtout maintenant avec la nouvelle définition de Lancet, qui est justement dans l'obésité préclinique versus clinique, c'est complètement différent, ces deux choses-là. Fait que, tu vois, la France adhère peu à ce genre de discours-là. Puis, tu sais, la France, un peu comme aux États-Unis, ils ont encore ce qu'ils appellent en fait, ils appellent pas ça comme ça, eux autres, là, mais tu sais, aux États-Unis, c'est des fat camps. Fait que c'est des camps pour enfants en situation d'obésité, qui mettent tout ensemble, ils stigmatisent tout ensemble, puis ils traumatisent à vie par rapport à l'activité physique. Là. Ça, c'est juste un fait, je dirais. Là. Mais tu vois, la France ont des... Puis nous autres, on commence à en faire, des cliniques d'obésité infantile. Mais mettons que quand on a dit à la France, « Hey, nous autres ici, on commence à faire ça. » Puis nous autres, c'est vraiment spécifique en famille. Ça se veut justement non stigmatisant. Donc, les recommandations, c'est pour toute la famille, pas l'enfant. Il y a plein d'affaires. Pour améliorer l'environnement, dans le fond. L'environnement alimentaire, les habitudes de l'enfant. C'est vraiment pas stigmatisant. Là. C'est même au cœur du fait de créer ce genre de clinique-là, c'est d'arrêter juste de les envoyer dans les mêmes affaires que les adultes. Fait que là, on dit, hey, la France, vous faites ça vous aussi? Nice, on veut aller voir. On vient de là-bas. Ben, moi, je suis pas allé, là, mais la personne d'équipe de recherche vient de là-bas, puis elle raconte un peu, puis tu sentais le malaise dans la voix de comme... On pensait pas la même chose quand on a mis le même nom à la clinique d'obésité infantile, je pense. Parce que les autres, ça ressemble un peu plus au Fat Camp, mettons. Mais bon, moi, j'y ai pas été, là. Je parle à travers mon chapeau, m'en tenez pas rigueur, mais je trouve que ça démontre bien le genre de... On se ressemble, mais je mélangerais pas tout, là. Tu sais, eux autres, même ça, c'est un encore meilleur exemple qui est dans le quotidien des gens. Vous l'avez vu arriver, la loupe? Non. La loupe sur les aliments riches en gras, riches en sel, riches en sucre. Ouais, c'est un gros tag carré qui est obligatoire depuis 2026. C'est impossible de ne pas le voir sur un aliment étiqueté maintenant. En Europe, eux autres, c'est le Nutri-Score. T'sais. C'est une lettre de A à E qui classe l'aliment avec une couleur. Ça, c'est dangereux, ça. Ben oui. Fait qu'eux étiquettent moralement, au final, un aliment, qui soit bon ou mauvais. Puis on s'entend, ça apporte quand même beaucoup de problèmes parce que un yogourt en C, est-ce que c'est meilleur qu'une biscotte en A? Est-ce que un bonbon qui est à D, c'est meilleur qu'une barre de protéines qui est en E? T'sais, genre, il y a plein de problématiques avec ça. Là. Nous, au Québec, on a décidé qu'on n'allait pas aller vers ce genre d'optique-là, puis qu'on allait aller vers quelque chose de informationnel. Donc, c'est une présentation factuelle de c'est riche en... Tu sais, c'est une loupe, justement. Avant, au début, les congrès là, qui nous parlent de comment ils ont créé ça, là, c'est débile dans la tête. 5 ans de réflexion non-stop pour chaque micro-détail de cette affiche-là. Puis, tu sais, je vais vous l'imager, mais c'est une grosse loupe noire avec 3 lignes qui s'affichent jusqu'en... Il y a la mention riche en sucre. Fait que si c'est riche en gras, sel, sucre, t'as les 3. Si c'est juste 2, t'as les 2, etc.
Puis il y a toute la réflexion autour. Y a-tu de la couleur? Y a-tu pas de couleur? Est-ce qu'on met ça gros? On met ça petit? On met ça devant ou derrière? Parce que quand tu vois les allées d'épicerie, les valeurs nutritives sont derrière. Est-ce que tu mets ça... est-ce que tu mets un X? Ça veut dire non, c'est négatif. Est-ce que tu mets une loupe? Est-ce que tu mets un point d'exclamation? Est-ce que tu mets un point d'exclamation renversé? Au Mexique, ils font ça. Tu sais, il y a tellement de composantes. Tu sais, est-ce qu'on met riche en gras? Est-ce qu'on met juste le mot gras? Est-ce qu'on met... Je te dis, là, ils pensent à tout. Est-ce que c'est blanc sur fond noir, noir sur fond blanc? Je te le promets, là, ils ont pensé à tout. C'est sorti, puis on a défoncé ça. Puis il y a plein de critiques légitimes, là. Il y a des gens qui se sentent extrêmement stigmatisés par le fait d'avoir dans la face de l'aliment cette information-là. Ils disent que ça aurait dû être derrière, blablabla. Il y en a qui disent que c'est justement que le changement des choix nutritionnels ne devrait pas passer par ce type d'étiquetage-là. La littérature scientifique nous démontre le contraire. Fait que, nous, comme nutritionnistes, même si on peut être contre cette forme de stigmatisation-là ou l'emplacement ou peu importe comment ça a été présenté, reste quand même que de mettre des indicateurs, ça a été bien démontré que ça avait un effet sur améliorer la qualité nutritionnelle des gens et aussi améliorer la littératie, donc les connaissances en nutrition des gens. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là, moi, chercheur, qui tient à dire que c'est pas pour rien qu'on fait ces efforts-là d'essayer d'intégrer ça. Puis c'est pas pour rien qu'on choisit de, par exemple, pas taxer les aliments riches en gras et le sucre, puis qu'au contraire, on décide d'informer. T'sais, informer, il y a techniquement rien de mal à ça, un peu comme d'afficher les calories sur les restaurants de restauration rapide, puis versus d'autres restaurants ils sont pas obligés de l'afficher. Quand c'est pas un restaurant de restauration rapide, t'es pas obligé. Fait que tu sais, des fois, on critique un peu vite quelque chose que c'est plus profond, les racines de pourquoi on le fait. C'est jamais parfait. Je pense que c'est la version la plus ou la moins pire de toutes qui va chercher quand même certains bénéfices. Mais bon, il y a quand même une bonne critique qui peut être faite même au niveau, je dirais, socio-économique. Cet argument-là n'est pas backé par la science, par contre, parce qu'on n'a pas pu l'observer vraiment en France ou à d'autres endroits qui font cette mesure-là. Mais tu sais, il y a tout le temps l'aspect de dire que si tu veux enlever la loupe puis que tu améliores ta formule, ça a un coût. Si le coût, tu le mets dans ton produit, ça veut dire que tous les aliments qui deviennent meilleurs ou plus nutritifs vont coûter plus cher. Fait que là, c'est déjà le cas en ce moment que plus c'est nutritif, plus ça coûte cher. Moins c'est nutritif, moins ça coûte cher. Est-ce qu'on crée un fossé encore plus grand? C'est pas démontré, ça. Fait que, au final, c'est peut-être positif. Parce que moi, j'ai quand même ce concern-là en me disant que ça pourrait arriver au Québec quand même. Mais bon, il y a comme je dis, c'est hyper complexe, là, ça, là, la nutrition de santé publique. Fait que quand on critique ça, je pense qu'il faut quand même au moins être connaissant du travail qu'il y a eu derrière. Tu sais. Ah ouais, absolument. C'est vraiment fascinant puis intéressant. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que oui, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Là, ça, c'est vrai pour tout, mais à quel point c'est réfléchi puis les processus sont longs. C'est débile. Ouais, c'est important que les gens le sachent. Je suis contente que tu l'aies mentionné puis expliqué de cette façon-là. Ah, puis ils travaillent avec les épiceries, ils travaillent avec... tu sais, puis là, ça a l'air négatif de dire ça, mais au contraire, c'est positif parce que les épiciers, ils veulent faire de l'argent, là, mais ils veulent aussi avoir une bonne réputation, on va dire. Puis, tu sais, si les épiceries vendent juste des aliments transformés qui aident pas les gens à être en meilleure santé, puis à revenir, puis à développer des habitudes d'aller à cette épicerie-là, ils sont pas gagnants non plus. Fait qu'en tout cas, il y a vraiment... Quand tu rentres dans le monde de la santé publique, j'en suis même pas dedans, là, mais j'ai été comme invité à l'observer, tu réalises que il y a beaucoup de travail qui est fait, il y a beaucoup d'organismes qui existent pour aider les gens. C'est beau le Québec pour ça quand même au niveau de la nutrition, puis on chiale, puis je chiale aussi, puis c'est correct, on a le droit de faire ça. Je pense que c'est le public, c'est aussi un trait québécois de chialer, mais je pense que ça a une force quand on regarde tout ce que finalement on est capable de faire quand on met les mains à la pâte. C'est vraiment un très, très bon message. Puis je m'attendais à ça, mais c'est ça, la nutrition, autant c'est un sujet tellement passionnant, complexe. Ça touche à tout le monde parce que tout le monde mange et s'alimente. Ça prend ça pour vivre. Puis finalement, on ramène tout le temps tout un petit peu à la base. Puis tu sais, là, t'as parlé au Québec. Puis finalement, je m'y attendais, mais le guide alimentaire
émet pas mal ce sur quoi on vient de discuter. Puis c'est pas sexy de dire Mais ça. Là. non. Ou un nutritionniste qui me dit de suivre le guide, il y a rien qui peut être plus boring que Mais ça. ça aussi, là. c'est réfléchi, puis Ben oui. ça Puis fait vraiment du sens. Surtout le nouveau. Ben Le oui, nouveau, il y a exact. un énorme C'est panel ce que je d'experts trouve. Ouais. qui ont même refusé l'intervention de l'industrie parce que, comme je le disais, avant, il y avait l'industrie qui était impliquée. C'est pas juste négatif, l'industrie impliquée. Là, ça, je veux quand même que le monde comprenne ça. Par contre, là, ils se sont dit, on veut aucune apparence de conflit d'intérêts et donc, il y aura personne d'autre que le consensus de chercheurs dans plein de domaines, pas juste au niveau comportemental, nutritionnel, mais vraiment dans plein de domaines. Puis, on va devoir tout baser sur de la littérature scientifique. Il n'y a rien qui est par perception, envie d'avoir l'air cool ou peu importe. Là. Ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, les seuls défauts, les défauts qui ont été mis de l'avant, c'est au niveau calcium, vitamine D. Ça a été démontré par d'autres littératures aussi que notre guide avait ce défaut-là. Fine. C'est un peu à cause de l'effet de réduction de la présence des produits laitiers qui, justement, avant étaient un peu plus poussés par l'industrie. Là, on l'enlève l'industrie. La littérature scientifique le supporte moins, mais finalement, au niveau de l'apport en calcium, il y a comme il y a pas l'équilibre nécessaire. C'est plate parce que les chercheurs y avaient pensé. Ouais. C'est la raison pourquoi il y a un verre de lait dans l'aliment protéiné. Oui. Par contre, ça aussi, quand je vous disais que tout est réfléchi, là, c'est que chaque aliment qui est sur l'affiche, chaque grosseur du pixel de chaque aliment, la définition, le type de photo qu'on a utilisé. Tu sais, je vous rappelle, l'ancien guide, c'était des images cartoon. Hein? Oh, oui, moi, là, je m'en c'est des vrais aliments qui ont l'air bons, qui sont cuisinés. Je te dis, là, tout est réfléchi au millimètre près. Puis c'est des gros consensus de beaucoup de monde qui passe à travers ça. Tu sais, ça a pris combien d'années sortir le nouveau 2019-2007? Ça veut dire 12 ans. Ils n'ont pas arrêté là, en 12 ans. Là. Genre, à partir du lendemain du 2019, ils travaillaient sur probablement le prochain. Puis après ça, ils ont développé des scores. Nous, dans notre lab, on développait des scores d'indices de mesure d'adhérence au guide pour après ça comparer avec plus tu adhères au guide, est-ce que plus tu es en meilleure santé? Oui, let's go. Est-ce que plus tu adhères au guide, plus tu réduis ton risque de maladie cardiovasculaire? Oui, let's go. Là, après ça, tu peux aller voir tous les micronutriments. Est-ce que ça corrèle avec la recommandation? Fuck, pas le calcium, pas la vitamine D. Tu sais, tout ça, là, c'est comme ça qu'on finit par avoir nos conclusions que je vous parlais tantôt. Mais c'est très complexe. Puis tu vois, maintenant, le guide, on pense juste à l'image. Ben, très peu de gens consultent le guide, malheureusement, mais moi, quand je pense au guide, je pense à l'image. Il y a plein de documents comportementaux maintenant sur le site du guide. Il y a des livres de recettes complets sur le guide. Il y a des filtres que tu peux mettre sur tes recettes pour les aliments que tu as dans ton garde-manger pour te proposer des recettes. Yeah. Je te dis, il y a tellement des belles choses là-dessus que les gens s'en battent les couilles. Ou sont pas au courant. Fait que là, on regarde aujourd'hui encore, c'est peu importe, même si c'est pas quelques dizaines, centaines de personnes qui entendent ça, qui vont peut-être aller enfin consulter ce guide, cet outil. C'est un bel outil. Moi, je dis tout le temps que c'est un bon point de départ. Ouais. C'est probablement pas de ta finalité à toi dans ton contexte parce que ça se veut populationnel. Il n'y a pas de one size fit all. Non. Fait qu'on n'essaie pas non plus de dire que le guide, c'est la meilleure chose pour tout le monde, mais c'est le meilleur point de départ pour tout le monde. Puis c'était ça le thinking derrière l'élaboration du nouveau guide. C'est la même chose pour les recommandations en activité physique de la CSM. On se comprend là-dessus. Ouais. Pourquoi le guide alimentaire, il n'y a rien sur la nutrition sportive? Il n'y a pas de... Il y a des mentions. Il y a des mentions quand tu lis un petit peu plus loin. Mais c'est parce qu'ils prennent pour acquis le niveau d'activité physique basal de la recommandation. Fait qu'encore une fois, comme je disais, c'est... 150 minutes par semaine. Exact. Ouais. Fait que c'est vraiment de dire que c'est un point de départ pour tous et non une finalité. Ça aussi, il le mentionne quand même bien. Fait que vu qu'on prend en compte le point de départ, ben on prend en compte le minimum, on va dire. Fait qu'on part de là, mais c'est clairement vrai que à aucun de mes athlètes, je recommande de suivre le guide. Par contre, il y a plein de composantes du guide que j'utilise dans les recommandations d'athlètes. Justement, toute la littérature qui justifie le fait qu'on propose des proportions d'assiettes, ça part de là. Puis quand on parle d'un athlète, souvent on parle du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Puis on a développé ce qu'on appelle l'assiette de l'athlète. Puis on a fait de la recherche sur l'assiette de l'athlète, mesurer si quand les athlètes suivent l'assiette de l'athlète, ils atteignent leurs recommandations en protéines, qu'ils atteignent leurs recommandations en glucides, en énergie. Tout ça a été valorisé, fait que c'est pour ça qu'on est autant confiant, nous, de recommander ces outils-là.
il y a plein de raisons de pourquoi on fait des recommandations simples. Il y a Ouais. énormément de réflexion pour arriver à cette simplicité-là. Mm. Simple, c'est pas facile, c'est pas deep, c'est juste qu'il y a eu énormément de travail pour rendre quelque chose aussi comme simple, justement, dans sa compréhension. Ça veut pas dire que ça part de rien. Là. Puis, je suis curieux de savoir, dans les athlètes que t'aides, au fait, as-tu peut-être comme un success story ou une histoire qui te revient? Là, que ah ouais, comme ça, là, j'ai vraiment aidé cette personne-là. Là. Moi, mes histoires préférées, malheureusement, c'est pas mes athlètes pros. Là. J'en suis plein là, qui sont. Que je veux pas name drop parce que comme professionnel, ça se fait pas. Là. Mais tu sais, il y a vraiment des athlètes que j'apprécie travailler avec parce que là, on travaille sur des niveaux de performance qui sont incroyables. Puis ça me fait triper parce que moi-même, je le vis. Puis tu sais, là, je peux le partager. Puis là, on peut le voir sur différents types de corps. Puis tu sais, quand on est à ces niveaux-là de performance, il y a un contexte d'unicité, justement, de comme... Hey, toi, tu es capable de digérer 150 grammes de glucides à l'heure pendant 30 heures. C'est incroyable. Pensais pas que c'était possible. Genre, tu sais, on a buildé ton plan, on s'est rendu là. Mais honnêtement, tu m'as juste prouvé que la upper limit que je pensais, ben, est pétable, tu sais, est défonçable. Ou tu sais, d'autres que c'est justement au contraire, quelqu'un qui a eu comme une course super difficile puis s'est pas alimenté pendant 10 heures. Puis normalement, j'aurais toujours dit que si t'es capable d'être alimenté, t'as un clock qui part, tu sais, un genre de sablier. Puis si t'arrives au fond, c'est ta fin de ta course. Puis man, dans les ultras, vous le savez, à un moment donné, il y a comme un genre de rebond d'un miracle quasiment. Puis là, tu te dis, aucune idée comment j'explique ça par la science, mais t'as recouru 20 heures après. Fait que probablement qu'il s'est passé quelque chose parce que t'as vomi 10 fois là, juste avant que ça arrive, puis t'as persévéré. Comprends pas. Fait que tu sais, c'est dans les histoires de même, mais mes préférés, c'est quand tu sors quelqu'un d'un trouble alimentaire. Ah ouais. Ah, ça, là, il y a rien de plus beau parce que c'est tellement... Libérateur, hein? Ouais, mais un trouble alimentaire, c'est tellement aliénant. Ouais. Puis quand on le vit, parce que c'est vraiment, ça tombe vraiment dans le spectre de la santé mentale. Ouais. Puis comme un peu la dépression, quand tout va bien, tu peux pas dire, ben non, je tomberai jamais en dépression. Tu peux pas dire ça, vraiment. Tu touches du bois que si tu le dis. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Puis c'est un débalancement biochimique, ça peut être causé par l'environnemental ou peu importe, mais au final, ça reste quand même quelque chose qui va comme déboguer dans ton cerveau, qui va bugger dans ton cerveau finalement. Puis le trouble du comportement alimentaire, il y a un peu de ça où ça devient tellement irrationnel, tellement aliénant que toi, tu peux pas te mettre à sa place. Tu peux juste avoir de l'empathie, là, t'imaginer être dans ses souliers, puis vraiment l'accompagner là-dedans. Mais c'est impossible, si tu l'as pas vécu, de dire, puis je l'ai pas vécu non plus, là, je fais pas semblant. Mais quand tu regardes la détresse de ces gens-là, qui pensent à l'alimentation de la seconde où ils se lèvent à pas la seconde où ils se couchent, là, la fois qu'ils vont se réveiller pendant la nuit parce qu'ils ont faim, c'est sans arrêt, puis ça dure des années. Là. Ouais. Puis tout ce qu'ils font est teinté. Un événement positif, quelqu'un se récompense par l'alimentation, quelqu'un prend un café, pas sans sucre, pas noir, c'est l'heure de prendre une collation, c'est l'heure de manger, c'est pas l'heure de manger, c'est pas l'heure de prendre une collation. Je te dis, tout est office d'alimentaire. Tout vient justement teinter un peu ta vie. C'est horrible d'être dans cette situation-là. Puis je trouve que quand tu réussis à aider quelqu'un en l'accompagnant à s'en sortir, c'est là que les gens redécouvrent vraiment, OK, c'était donc bien irrationnel ce que je vivais. Puis souvent, tu fais juste, ben, t'étais malade. T'étais malade. Comme quand t'étais en dépression puis que la médication t'aide à t'en sortir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de médication en ce moment pour le TCA. Tu peux traiter l'anxiété, mais tout ce qui est relié avec la relation avec l'alimentation, c'est très comportemental encore. Mais moi, souvent, ce que j'aime dire sur des tribunes comme ça, c'est que c'est possible. Parce qu'il y en a vraiment plein qui pensent que sont faits comme ça, puis qui vont devoir vivre avec ça, puis c'est une fatalité vraiment triste, puis c'est juste faux. On est vraiment capable d'accompagner les gens à s'en sortir. Puis ça, pour moi, c'est les success stories qui en valent le plus la peine, selon moi. Là, d'aider quelqu'un qui va déjà bien aller mieux, ça fait du bien, c'est le fun, mais c'est pas pareil que d'aider quelqu'un qui est dans une situation de détresse puis que tu peux l'aider à s'en sortir. Là. Puis tu sais, des maisons comme l'Éclaircie à Québec,
des endroits comme le Sepia. C'est 2 endroits à Québec, je connais moins Montréal, qui font ces jobs-là au quotidien avec des nutri et des psychologues qui changent des vies sans arrêt. Fait que, tu sais, ces gens-là, c'est eux autres qui doivent recevoir les fleurs, mais c'est des endroits que si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, là, il faut aller consulter à ces endroits-là, vraiment. Sepia, SCEPIA, puis la maison L'Éclaircie, qui sont des endroits de consultation. L'Éclaircie, c'est même gratuit. Ah, génial, ça. Ouais, merci beaucoup pour ça. On a aussi encore fait des liens reçus. Moi, ma plus jeune sœur a eu un trouble alimentaire. Tout le monde a une personne dans son lien qu'il faut aller toucher. Puis oui, c'est ça. Fait, elle en a parlé, ça peut toucher tout le monde. Puis en fait, je pense que ça touche bien plus de gens qu'on peut s'imaginer. Ouais. Fait que ça aussi, c'est tellement important d'en parler. Là. Merci beaucoup d'avoir fait le lien. Moi, on pourrait continuer honnêtement pendant comme des heures. Fait que, tu sais, j'ai envie, comme surtout de te remercier, là, pour le temps que t'as pris puis de toute l'information que t'as donnée aujourd'hui, là. C'est vraiment. Merci à vous l'invitation. Précieux. Vous avez été super bon. Précieux et important. Moi, j'avais rien supplémentaire, là. Ouais, je voulais juste te remercier, là. Je trouve ça le fun au fait, tu sais, nous, dans le fond, cette semaine, c'est une grosse semaine pour nous. On a toi, on va avoir un autre épisode, 2 autres épisodes, là. Puis, tu sais, des fois, c'est comme, pour nous, ça fait, tu sais, je pense que ça faisait 1 mois qu'on s'était pas vu. Des fois, ça fait 1 mois. Puis là, on a un rush en plus, comme une autre activité avec comme Exact Nutrition. Là. Je sais pas si tu connais ces produits-là. Bon, ben, nous, on est des ambassadeurs pour Exact Nutrition. Tous les 2. Fait que, on entend parler de nutrition aussi à travers eux aussi, puis on s'informe aussi, parce que des fois, les gens nous posent des questions par rapport aux produits, là. Fait qu'il faut être aussi informé, là. Puis la dernière fois qu'on avait parlé de nutrition avec Eve Crépeau, c'était vraiment, tu sais, je t'en parlais tantôt hors onde de comment ça s'était passé, là, mais j'ai été surpris à quel point ça a été comme un sujet qui a été apprécié, puis je pense qu'aujourd'hui aussi, là, ça va être un épisode qui va être très apprécié. Là. Merci beaucoup, Benoît. Ouais. Un très grand merci. On espère aussi que vous allez autant aimer ça que nous, chers auditeurs. À la prochaine. Bye.